évacuer leur village à cause des feux de forêt. Alors, n'ayant plus de menaces là, autour du village en question, ben, les gens rentrent chez eux, Bon, bien heureux. bonne nouvelle. Oui. Merci bien, Jacques. Dans le monde du sport, et qu'il en attire des journalistes. Oui, Jacques Villeneuve, hier, ils étaient plusieurs au Musée des Beaux-Arts à l'entendre. Ce qui en ressort, entre autres, Guy, de cette conférence-là, c'est que, Jacques Villeneuve ne sera pas affecté du tout, dit-il, par son voyage de cette semaine qu'il a fait en Europe, de la fatigue, oubliez ça, là, je suis en pleine forme. Bon. C'est en gros ce qui en a ressorti, des sujets qu'on a entendus, on les a entendus répéter. Faut mentionner que les Expos ont perdu hier 5-2 contre les Lynx d'Ottawa. Oui, incroyable, contre les clubs écoles. On ne gagne pas souvent. Contre le club école? Non, puis les écoles ne gagnent pas souvent non plus. C'est ça. Puis au soccer, l'Impact a gagné, les Roadrunners ont gagné. Bref, tous les détails ce matin. Ça va bien. Bonjour, José. Bonjour, Guy. Ça reste un ciel quand même assez lourd. Il y a eu quelques orages hier, mais pas encore assez pour chasser l'humidité, j'ai l'impression. C'est vrai, c'est encore assez humide ce matin. Par contre, c'est un peu plus frais. Et sur l'ensemble des régions du Québec, ce matin, c'est nuageux. On prévoit même des averses dans la plupart des régions aujourd'hui au Québec. Interrogé par les journalistes, il a critiqué la nouvelle loi anti-tabac qui compromet l'avenir du Grand Prix de Montréal. Matériaux, pas d'époque, mais des matériaux semblables, le design semblable et l'architecture semblable. Et à l'époque où il trônait dans ce coin-là, c'était dans un quartier un peu malfamé de Londres où il y avait des crimes, de la pauvreté, de la prostitution. Mais maintenant, c'est la haute société qui s'est rendue là pour saluer l'œuvre de Shakespeare. Et c'est un Américain, M. Sam Wanamaker, qui était à l'origine de ce projet-là. C'est sa fille qui l'a inauguré parce que M. Wanamaker est décédé. Ah, que c'est beau, un véritable monument à part ça. Bonjour Serge. Oui. Dans les journaux ce matin, il y a du Villeneuve mur à mur. Oui, c'est une autre sorte de monument. Alors, c'est vraiment le week-end de Jacques Villeneuve. Le Journal de Montréal, d'ailleurs, y consacre sa une. Alors, on dit qu'il ne veut rien d'autre que la victoire. Du Villeneuve, d'ailleurs, vous allez en trouver partout en une ce matin, même dans le Devoir, qui parle du rebelle de la Formule 1. Mais la grande manchette dans le Devoir, c'est que Jean Chrétien refuse pour le moment d'augmenter l'aide aux familles pauvres. Alors, déficit zéro d'abord. Ensuite, ce sera la lutte contre la pauvreté infantile, dit-il. Dans la presse, c'est bien au titre que le consensus s'effrite sur la question des commissions scolaires, si bien que la ministre revient à sa proposition de dissoudre la CECM et la CEPGM. Belle photo aussi dans la presse de Jacques Villeneuve à la conquête du monde, mais qui dit qu'il fera preuve désormais de plus de prudence dans le choix de ses mots. Dans de Gazette, on dit de Villeneuve qu'il prend de l'assurance dans son rôle de vedette, mais surtout dans la Gazette, c'est le premier ministre Bouchard qui est salué par les cris. Alors on parle de nouvelle ère de partenariat et de coopération avec le gouvernement. Dans le Soleil, les tensions au sein du Bloc québécois, les propos de Michel Gauthier sur Gilles Duceppe, révélés par André Néron, l'ex-chef de cabinet de M. Gauthier, nié ensuite par ce dernier. Eh bien, on dit ce matin que M. Néron, finalement, l'avait enregistré à son insu et qu'il a une bande pour appuyer ce qu'il avance. Également dans le Soleil, Jean Garon, qui songerait à la mairie de Lévis. Dans le droit d'Ottawa, c'est la volte-face de la ville de Hull qui suspend maintenant son règlement controversé sur les vélos dont on parlait hier. Et dans le Globe and Mail de Toronto, entre autres nouvelles, eh bien, toute la déception de la ville de Calgary qui perd donc l'Expo de 2005 au profit des Japonais. Et du côté éditorial, On parle du Bloc? on parle du Bloc. C'est Michel Vastel d'abord dans le droit et dans le Soleil sur ce qui grenouille au Bloc québécois. Pauvre Gilles Duceppe, dit-il, pauvre Lucien Bouchard, pauvre souverainiste, les voilà encore une fois victimes d'un menteur. Il dit qu'il fallait pourtant s'attendre à ce qu'avec un nom pareil, ce Néron, André Néron, l'ex-chef de cabinet de Michel Gauthier, mette le feu quelque part, qu'il n'a certes pas encore brûlé une capitale, mais qu'il a allumé un beau pétard sous le fauteuil de Michel Gauthier, à moins que ce ne soit sous celui de Gilles Duceppe. Qu'on aura beau dire qu'André Néron est dangereusement imprévisible, qu'il sème la zizanie partout où il passe, que c'est tout de même bien lui qui a amené le chef de l'Action démocratique, Mario Dumont, à signer l'entente du 12 juin 1995 avec Jacques Parizeau et Lucien Bouchard. Alors qu'en est-il? Pour lui, le problème, ce n'est pas vraiment le leadership de Gilles Duceppe, parce qu'il dit qu'hier, à la réunion du groupe parlementaire, il est apparu très vite qu'on ne voulait pas se lancer dans une nouvelle course à la direction du Bloc. Non. Ce que craint Néron, dit-il, c'est qui alimente cette crise qu'il a sciemment déclenchée, c'est l'orientation que prend le Bloc sous la direction d'un nouveau chef que beaucoup considèrent un peu trop favorable à la ligne Bouchard. On parle en effet un peu trop de partenariat dans ce mouvement et pas assez d'indépendance. Et il dit qu'il y a une autre
autre théorie, c'est peut-être celle de Gilles Duceppe ou celle de Jean Lapierre, c'est que André Néron préparerait la rentrée de Jacques Parizeau à la tête du Bloc québécois. Alors à ce moment-là, Vestel dit qu'à la place de Duceppe, effectivement, il serait bien nerveux. De son côté, encore dans le soleil, Donald Charette écrit que les citoyens en ont marre des querelles intestines et que cela explique en bonne partie le recul de 11% du Bloc dans l'appui populaire et qu'avec l'approche du prochain référendum, la pression va continuer de monter dans la marmite bloquiste et que bien peu de souverainistes se lanceraient dans une bataille référendaire avec Gilles Duceppe à leur tête. Il apparaît donc aujourd'hui comme un chef en sursis. Inquiète-toi pas, mais donne-moi le contenu de l'autre caisse à côté. Alors, la jeune fille a dû céder aux demandes de cet individu-là, qui est toujours recherché. Et je pense qu'avec la description qu'on a actuellement à l'écran, ça devrait être assez facile de lui mettre la main au collet. En tout cas, si vous avez des indications, appelez la police. N'ayez pas peur d'appeler la police. Voilà. On va multiplier des lignes. Pour évaluer les risques, ils feront connaître leur décision finale en début d'après-midi. On parle à Louis Cloutier, qui est toujours à la tuque. Louis, les Atikamekw sont impatients de rentrer chez eux, là. Oui, Serge, un collègue m'a même dit il y a quelques minutes que certains avaient déjà quitté les lieux d'hébergement à la tuque, avaient sauté dans leur véhicule pour reprendre le chemin forestier qui les conduit à Oué-Montachi, comme s'ils anticipaient la décision qui sera prise dans les prochaines heures. Il faut dire de toute façon qu'ils ne pourront pas se rendre jusqu'à la réserve parce que tant que l'autorisation n'aura pas été donnée, il y a un point de blocage environ une quarantaine de kilomètres au sud de la réserve. Alors oui, Serge, il y a beaucoup d'impatience. Ces gens-là sont ici depuis mardi et cette impatience, c'est la raison pour laquelle leur chef est parti voir ce matin en hélicoptère avec des gens du gouvernement fédéral, du ministère de l'Environnement notamment, parce que la réserve, c'est de juridiction fédérale. Il est donc parti évaluer le risque sur place, mesurer les conditions de salubrité actuelles du village. Et si le chef juge que c'est sécuritaire, il pourrait donc, c'est une hypothèse, permettre la réintégration dans les prochaines heures. Et c'est lui, le chef, qui va décider et non pas la sécurité civile du Québec, comme c'est la coutume, en raison du statut très particulier de ce territoire. Le retour sur la réserve dépend en grande partie du temps qu'il fait à Oué-Montachi. Oui, pour l'instant, Serge, il ne pleut pas. Dans les dernières heures, il y a eu des précipitations, mais des précipitations assez faibles. Il ne s'est pas tombé plus de 5 mm de pluie. C'est insuffisant, c'est nettement insuffisant pour que ça ait un effet sur le brasier. Pour l'instant, là-bas, les vents sont calmes. Ça, évidemment, ça aide. À la météo, on annonce de fortes probabilités de précipitation dans une proportion de 70 Il pourrait par contre y avoir des orages et ça va nuire plus qu'autre chose, on le sait, en raison de la foudre, de l'effet de la foudre. Parlez-moi en terminant, Louis, du comportement du brasier. Il se dirige où, là, au juste? Le feu, pour l'instant, il fait du surplace. Il ne progresse plus, mais il demeure, Serge, très intense à l'intérieur de son périmètre, un périmètre d'environ 75 km². Donc, pour ça, il constitue toujours une menace importante. Parce qu'il fait du surplace, les équipes peuvent travailler plus à leur aise pour lui barrer le chemin dans la construction notamment d'une ligne coupe-feu qui mesure 30 km de long par une quinzaine de kilomètres de large. Merci Louis Cloutier, on vous retrouve au bulletin de 18h. Au revoir. Au revoir. Maintenant, le membre en règle des Hells Angels qui s'est tué accidentellement hier sur le chemin forestier numéro 1 à Rivière-au-Rail, Serge Tremblay, 39 ans, alias Poupon. Tremblay est membre du chapitre de Trois-Rivières et originaire de Chicoutimi. La camionnette dans laquelle il était passager a heurté l'arrière d'un camion de billes de bois. Les deux véhicules étaient en mouvement. Il semble que la visibilité amoindrie par la poussière soit en cause. La Sûreté du Québec mène une enquête serrée sur cette tragédie. Les policiers ont retrouvé dans la camionnette un pistolet chargé à bloc et 25 grammes de hashish. On croit qu'en forêt, le motard participait à la construction d'un camp. Les policiers s'attendent à ce que ces funérailles aient lieu au début de la semaine prochaine à Trois-Rivières-Ouest. Maintenant, l'affaire des faillites frauduleuses des restaurants Mike's de Trois-Rivières et de Cap-de-la-Madeleine en 1993 refait surface avec la mise en accusation des deux propriétaires de l'époque, Gisèle et Georges Thomas. Ils ont comparu brièvement ce matin au palais de justice de Trois-Rivières. Ils devront répondre de 26 accusations en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Ils auraient commis des fraudes totalisant plus de 450 000 $ en rapport avec leur faillite personnelle et la faillite de 4 entreprises. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer pour nous rejoindre?
C'est notre gérant de banque qui a trouvé ça drôle les premières années qu'on lui a demandé de l'argent. Donc là, on est dans vos bureaux de Geneviève. Oui. Concentrer l'essentiel des activités Lui, c'est mon père. C'est le fondateur de l'entreprise. Ça, c'est parce qu'on a commencé dans le transport des premiers véhicules qui ont été achetés. Ici, c'est mon père avec mes oncles. Alors, à cette époque-là, c'était le transport qui était le principal commerce. C'est avec ça que ça a commencé. C'est quel bureau? Est-ce que vous pensez, vous, de l'argent? Ben, c'est commode, mais c'est pas essentiel. Moi, dans le fond, je pense que je pense jamais, en ce sens que j'ai pas la prétention d'être un bonhomme d'affaires. C'est peut-être pour ça que, par hasard, j'ai du succès parce que ça me dérange pas trop. Comment ça, vous dites que vous n'êtes pas un bonhomme d'affaires? Parce que l'argent, est-ce que c'est réellement ma priorité? Je pense pas. C'est d'autres choses. J'aime à réussir des choses, à faire des choses qui vont améliorer l'entreprise, mais est-ce que l'objectif, c'est réellement de devenir plus riche? Tu sais, là, je pense pas. Mais si je n'ai pas d'argent, et que je sois obligé de travailler, par exemple, comme pilote en quelque part, je serais bien heureux pareil. Moins, peut-être, parce que là, j'aurais l'obligation. Pour vous, le nombre 1 million, c'est pas... C'est le premier qui est difficile à avoir. Ça revient. C'est de grandes quantités qui sont manutentionnées. Ça fait beaucoup de dollars, ça fait beaucoup de quantité, ça fait beaucoup de tonnage, ça fait beaucoup d'actions. Ça fait beaucoup de stress? Au début, oui, mais on s'habitue. Je suis content de ce que j'ai fait. Puis j'ai travaillé tout le temps. Ma priorité, disons que ma passion, c'était faire de l'aviation, parce que ça m'apportait beaucoup de choses au niveau de mon propre commerce. Hein. Donc l'aviation, c'était la passion, mais ma priorité, c'était le travail. Parce que je pouvais pas... J'avais eu juste une passion théorique si je n'avais pas réussi à le gagner. Maman, cette verrue devient affreuse. Catherine ne voulait même pas me serrer la main. Ne t'inquiète pas. J'ai ce qu'il te faut. Obtenez le nouveau pansement de Campan W qui élimine les verrues. C'est facile à utiliser. Une seule étape tous les 2 jours. Le pansement protège, dissimule et garde l'endroit propre, tandis que les agents efficaces anti-verrues du pansement font disparaître la verrue. Chouette! Je peux enfin montrer ma main. Obtenez le nouveau pansement de Campan W qui élimine les verrues. Ce vendredi,
Au baseball, la batte 50 des expos à TQS, les hommes de Philippe et Alou disputent leur premier match interligue de la saison. Pour l'occasion, ils reçoivent les Tigers de Détroit. C'est à ne pas manquer ce vendredi 19h30 à TQS. T'as su les référents de David, que tu avais une sorte de leucémie. Non, reviens, je n'ai pas l'intention de te laisser lâcher pied. tu ne vois pas clair, il n'y a rien à faire. Le choix de Salomon, samedi 18h30. Pour vos achats en électronique, il vous faut l'endroit où il y a le plus grand choix, du vrai service et des meilleurs prix garantis. Chez Aventure Électronique, c'est l'alerte électronique. 0% d'intérêt jusqu'en 1999. Chez Aventure Électronique, Entendons-nous d'appareils électroménagers. à seulement 1999 $. Moffat. Et White Westinghouse. Caméra vidéo Sony. Canon. JVC. 599 $. Aventure Électronique, 155 magasins. Du 21 au 23 juin, c'est Baptiste-Confesse sur le Saint-Laurent. Le développement à Baptiste-Con s'achève. Pendant 3 jours, près du quai de Baptiste-Con, une foule d'activités familiales et de spectacles. Hommage à Offenbach avec Québec Rock. Grand défilé d'embarcation, le retour des prix. Souper des retrouvailles. Musique rétro avec tic-tac-toe et blues rock avec le groupe White Blood. Et pour terminer, le groupe Cynérique avec feu d'artifice. Baptiste-Confesse sur le Saint-Laurent, un village en mouvement les 21, 22 et 23 juin. Le samedi 14 juin, la direction et les employés de Cogeco Télévision vous invitent à un supermarché aux puces jumelé à un lave-auto. La totalité des recettes du lave-auto ainsi que 10% des revenus du marché aux puces seront versés au Noël du pauvre. De 8h à 16h, contribuez à une bonne cause en joignant l'utile à l'agréable. On vous attend le samedi 14 juin dans le stationnement de TQS Mauricie, boulevard Saint-Jean à Trois-Rivières-Ouest, pour le supermarché aux puces et lave-auto en collaboration avec le Noël du pauvre. En cas de pluie, l'événement sera remis au lendemain. Électronique entre dans un nouveau monde. L'informatique. Tanguy Électronique. Chez Ameublement Tanguy. Comédienne parce que pour elle, c'est le moyen le plus direct de communiquer. Depuis le début de sa toute jeune carrière, on lui a offert de très grands rôles. Alors quand je l'ai rencontrée, c'est véritablement de théâtre que j'ai parlé avec elle, de cette passion qui l'anime et de cet état de grâce qu'elle sait si bien nous communiquer quand elle est sur scène. Souvent, on accepte un rôle maintenant à cause d'une phrase. J'ai lu Soudain l'été dernier, puis je suis arrivée à cette phrase, puis... Et c'était quoi, cette phrase-là? C'est Catherine qui parle au docteur. Serrez-moi dans vos bras, je me sens si seule. Plus seule encore que si j'étais morte. Est-ce que c'est ça, la folie? Je me sens plus seule que si j'étais morte. Quand j'ai lu ça, je savais que tu dirais oui. Je dirais oui. C'est arrivé, Sylvie, pour l'entrevue à bicyclette. Oui, c'est une fille en forme. Oui. C'est une place où je viens très souvent ici, la montagne. Je viens respirer ici. Et c'est une belle place aussi pour étudier l'été, parce que juste le fait de monter, c'est assez exigeant. 30 minutes de bicyclette en montant. Fait que rendu en haut, je suis très claire, l'esprit très clair, puis j'adore. Pour arrêter l'incendie. Donc, on n'est pas comme à la guerre. On ne peut pas combattre là, au prix de vie humaine. Donc, on doit se retirer là, lorsque le combat est impossible. Et attendre la faveur de la nature, là, soit le matin ou de la pluie, là, pour prendre le dessus sur l'incendie. C'est donc la nature qui détermine tout. Et le feu peut parfois atteindre des dimensions incroyables avant que les sapeurs puissent faire quoi que ce soit. Fait à noter, cette année comporte une particularité par rapport à l'an dernier. À la même période, en 96, il y avait eu 2 fois plus d'incendies de forêt. Toutefois, ceux de cette année sont excessivement plus sévères. Yves Malo, Le Grand Journal, à la Sarre.
Deux travailleurs de la construction ont été grièvement brûlés cet après-midi au centre-ville de Montréal. Les deux hommes ont été blessés quand une chaudière a explosé alors qu'ils s'affairaient à la remplir de goudron chaud. Les deux travailleurs ont subi de graves brûlures au visage et aux parties supérieures de leur corps. On ne craint cependant pas pour leur vie. Les deux victimes qui réparaient le toit de l'édifice Bell, situé à l'intersection des rues Belmont et Université, ont été transportées de toute urgence vers l'hôpital. Après la pause, Jacques Villeneuve fait bonne figure aux essais libres en vue du Grand Prix de Formule 1 de Montréal. Moi, je magasine pour un père qui a tout. C'est facile en allant au sol de la fête des pères de Canadian Tire. Hey, le combiné pelouse jardin Black & Decker est 99,99 après la remise à poster. La tondeuse déchiqueteuse à essence 3 en 1 Mastercraft est 299,99. Canadian Tire fait le bonheur des pères depuis 75 ans. Des bas prix de tous les jours, c'est beau. Des bas prix de tous les jours, plus le sol de la fête des pères de Canadian Tire. C'est beaucoup mieux. Canadian Tire, des bas prix de tous les jours et beaucoup mieux. Voici un contenant à nourriture en plastique. Pour un contenant, c'est pas pire, sauf pour un aspect majeur, l'air. Dans le congélateur, c'est l'air qui cause les brûlures de congélation. Alors si on vous débarrassait de l'air, ce serait parfait. Une chance qu'il y a les sacs Ziploc au congélateur. Ils épousent la forme de vos aliments et notre nouvelle fermeture permacouleur ne laisse aucune chance à l'air, ni aux brûlures de congélation. Oui, à l'aide, quelqu'un. Aïe! Les sacs Ziploc au congélateur. Bonjour fraîcheur, adieu brûlure de congélateur. La vallée des Wikinas. Des paysages d'une beauté exceptionnelle, des parois pouvant atteindre près de 800 pieds, des chutes, des rivières et des lacs saisissants. Situé à environ 85 km au nord de Trois-Rivières, le territoire des lacs Mikinak et du missionnaire pourrait réaliser votre rêve, puisque plus d'une centaine de terrains sont à vendre. Un petit coin de paradis juste pour vous, la nature dans ce qu'elle a de plus beau à vous offrir. Imaginez, un de ces terrains pourrait être le vôtre. Pour information, 536-0179. Pour célébrer le lancement d'Hercule, le nouveau film de Disney, McDonald's présente le cheeseburger triple. Voici des extraits du film. En fait, ce qu'il vous faut, c'est un héros. Et voici le cheeseburger triple. Généreux en Jupiter, McDonald's vous l'offre à seulement 1,69 $. Journée d'enfer pour son coéquipier de l'écurie Players, Alexandre Tagliani, qui a eu un accident ce matin lors de la séance d'essais libres et a donc roulé aujourd'hui avec une voiture peu compétitive et partira de la 13e position demain lors de la course des Formules Atlantiques. Maintenant, je suis en compagnie de notre expert course automobile, Pierre Dicker. Pierre, d'abord tes impressions sur les essais libres d'aujourd'hui des Formules 1. Bien, excellente journée pour Williams-Renault. On le sait, avec le meilleur de la première séance, c'était Villeneuve. Le meilleur de la deuxième séance, c'était Frentzen. Malheureusement pour Villeneuve, il a un peu raté sa deuxième séance. C'est qu'il a dû attendre que la piste s'assèche. Il est parti autour de la 20e minute de la séance seulement. Et en plus, en doublant un retardataire juste à l'entrée des puits, il s'en est fallu de peu d'ailleurs pour qu'il s'accroche. Il était hors de la ligne séchée et donc sur une piste humide et passé tout droit au freinage. Et derrière lui, juste derrière, il y a une Minardi qui l'a presque accroché. Il est sorti dans les puits et a dû refaire les réglages de sa voiture. Donc, ça l'a décalé sérieusement et ça a compromis la fin de sa deuxième séance, ce qui explique la raison pour laquelle il s'est retrouvé troisième. Les temps vont sûrement être beaucoup inférieurs demain lors des séances de qualification, enfin s'il fait beau. Oui, au fil des tours, évidemment, les concurrents déposent de la gomme, des pneus sur la piste. La piste, donc, s'accélère. On sait qu'il y a 65% de la surface qui a été refaite. Donc, demain, ça va aller très vite. Ben, on va suivre ça de près. Merci, Pierre. À demain. Évidemment, le Grand Prix du Canada, c'est un événement sportif énorme et c'est sans aucun doute le plus international de tous les événements qui se tiennent à Montréal. Et à ce sujet, ben, il y a Christian Gauthier qui s'est intéressé à la couverture médiatique du Grand Prix du Canada. Ils sont plus de 275 journalistes de la presse écrite seulement à couvrir cet événement. Ajoutez à cela les journalistes de la télé, de la radio, les équipes de diffusion, les techniciens et les photographes. Ils proviennent de plus de 100 pays. Leur langue, leur race et leur culture diffèrent, mais leur intérêt est commun, le Grand Prix du Canada. C'est une des étapes de la saison que les journalistes préfèrent parce que Montréal est une belle ville. Beaucoup de gens disent que s'ils n'habitaient pas en Europe, ils aimeraient bien habiter à Montréal parce que
c'est une ville agréable, la température est agréable, les gens sont agréables, donc c'est une des étapes préférées de la saison. For us in Italy is a special event because this is the track named on Gilles Villeneuve. So. C'est un de ceux que je préfère et je vous le dis pas parce que je suis ici, c'est pratiquement un des rares que je fais d'ailleurs hors Europe, parce qu'il y a ici une ambiance extraordinaire. For me it's a nice Grand Prix because I love Grand Prix where you are involved in the city and in the people. Ces reporters apprécient l'événement, mais aussi Montréal. In Montreal, I go shopping because there are some clothing, sportswear, which are much cheaper than in Europe. I look for the girls. I've seen them much, and I think they're very nice. Have they seen you? Yeah, look at me, man. They should. Évidemment, il y a une forte délégation de journalistes français, allemands, britanniques et italiens. Les Allemands, c'est Schumacher, les Français, Alesi, les Britanniques, Hill. Et nous... Bon, Jacques Villeneuve représente un pilote qui amène une espèce d'approche différente de la Formule 1. C'est pas un pilote issu de la filière traditionnelle, de Formule 3000, de Formule Ford, etc. Il a fait la Formule IndyCar. D'abord, c'est quelqu'un qui a un peu cassé la langue de bois, il l'a payé assez cher. Mais pour nous, c'est une bénédiction. Jacques, I think, is a little bit underestimated. He has something to say, and not only something, he has much to say. What he says counts. Christian Gauthier, TQS Sport, à Montréal. Alors voilà, André, je vous rappelle, demain à surveiller de 13 à 14 heures la séance de qualification des Formule 1. Merci beaucoup, François. Bonne fin de journée. Au revoir. Nous, on va se transporter immédiatement au Stade olympique où c'est soir de première également ce soir, puisque les Expos, pour la première fois de leur histoire, vont affronter une équipe de la Ligue américaine en saison régulière. Pour nous en parler, on rejoint notre tandem Michel Villeneuve et Mark Griffin qui nous présenteront le match à 4 saisons ce soir, 19h30. Messieurs, les Tigers de Détroit vont donc passer à l'histoire avec les Expos ce soir. Ben oui, André, et jusqu'à maintenant, je vais poser la question à Mark Griffin. Ça va pas bien pour les équipes de la Ligue nationale contre celles de l'américaine. Dans tous les bons magasins. Vous êtes à l'antenne de TQS Mauricie. À Wemontachi, les Atikamekw rentrent à la maison. À l'hippodrome de Trois-Rivières, la relance est un succès. Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. Une très, très bonne nouvelle. L'avis d'évacuation qui est finalement levé pour les résidents de Wemontachi. Les 1300 personnes qui avaient été évacuées peuvent, depuis 16 heures cet après-midi, réintégrer leur domicile. Tout risque est maintenant écarté pour la petite communauté. L'immense feu de forêt qui menaçait d'embraser le village est maintenant contenu. Alors, Michel Lorrain rentre tout juste de la TSUC. On va aller le retrouver à la salle des nouvelles. Michel, les responsables des mesures d'urgence ont voulu prendre quand même un certain nombre de précautions avant de permettre l'accès au village. Voilà, c'est peut-être ce qui a retardé le retour au village des gens de Wemontachi, 1300 évacués qui étaient à la TSUC depuis mardi après-midi. Précaution dans le sens où on voulait sécuriser le village vis-à-vis les fameux feux de forêt. Également, en ce qui concerne les évacués, lorsqu'ils pourront retourner là-bas, et là, ça se fait au moment où l'on se parle, on voulait être en mesure de savoir, bon, est-ce que l'eau est encore potable? Est-ce que l'air est de bonne qualité? Et est-ce que le sol est de bonne qualité? Et ça, ce sont des précautions importantes qu'on voulait prendre, notamment au niveau de la qualité du sol. Pendant qu'on vous montre des images des évacués à l'école Champagnat de la TSUC, c'est que lorsqu'on déverse de l'eau à proximité du village, on ajoute un additif chimique pour rendre ça plus efficace, Pierre. Or, évidemment, il y a une certaine toxicité dans ce produit-là et on a voulu faire des analyses à ce sujet aujourd'hui. Là-dessus, je fais entendre deux commentaires recueillis lors du point de presse cet après-midi. Le chef du conseil de banque qui était bien heureux d'annoncer la nouvelle et vous allez voir, il cherchait un peu ses mots, tellement il était heureux. Et tout de suite après, le directeur de la sûreté municipale de la TSUC, on va les écouter tous les deux. Allons-y. Et suite à ces discussions, nous avons convenu qu'il était maintenant venu le temps de lever l'avis d'évacuation. Un terme qu'on n'emploie pas trop souvent chez nous. C'est pour cette raison que j'ai eu un peu de misère à m'en souvenir. J'étais très content de la nouvelle, mais j'étais aussi très content de pouvoir dire merci à ces bénévoles-là. Puis je peux vous mentionner qu'on a appris beaucoup à côtoyer ces gens-là. C'est des gens d'une patience exemplaire, d'une courtoisie qui se décrit pas.
Mais n'en demeure pas moins, Michel, que le village, lui, a bien failli y passer. Oui, et on n'a pas évacué pour rien, Pierre, parce qu'on peut être tenté de se poser la question. Et on va vous montrer des images qu'on a tournées au sol plus tôt cette semaine dans le village de Wemotaci. Et vous allez voir ces petites résidences juste à l'arrière, à moins de 50 mètres. Le feu a passé à cet endroit et c'est la raison pour laquelle on a installé ces fameux gicleurs pour protéger les maisons contre le feu. Mais l'incendie de forêt a frôlé littéralement le village de Wemotaci au cours des derniers jours et c'est pas pour rien qu'on avait évacué la municipalité. Et on s'en doute bien, Michel, finalement, la facture, elle, sera salée. Oui, le ministère des Affaires indiennes parle de 500 000 $ au bas mot, mais en coulisses, on a appris que ce serait davantage autour de 700 000 $, mais ce sera absorbé par le ministère des Affaires indiennes. Et quand je vous parle de 700 000 $, on ne parle pas des coûts d'extinction, c'est uniquement l'opération d'évacuation de logements et de nourriture de tous ces gens-là. Michel, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Il n'y a aucune confirmation, finalement, que les funérailles du Hells-Trépuvien Serge Tremblay... Fleming a de la difficulté, l'affaire ralentit. C'est fait. C'est fait et c'est 37,64 secondes. Oh oui, j'étais nerveux au tout début, hein? Très nerveux, je le jure. C'est quoi la technique pour être capable de réussir là-dedans? C'est de rester le plus bas possible, centre de gravité le plus bas, et de trouver un bon rythme. Bravo, c'est Fleming Rasmussen. Ben, autour de Curtis Lafleur, l'Américain, lui aussi en est à sa première tentative chez les hommes forts. C'est un type très musclé, mais aucune expérience, hein? Lafleur est le moins lourd de tous les concurrents aujourd'hui. Regardez les bras. Très, très fort, croyez-moi. Mais a-t-il l'énergie? Oh, déjà, il part tout croche, hein? Oh non, son rythme est très mauvais. Regardez, tiens, va de gauche à droite. Oh, il va éprouver des difficultés. Et regardez la grosseur de bras. Oh, est-ce possible? Oh. Là, non. Il n'avance presque plus, là. Il dépense énormément d'énergie pour absolument rien. Non, a complètement perdu là, son rythme. Il n'est plus capable. Non, voilà. Il abandonne. Voilà. Ouf. Alors, un petit peu comme un sprinter, hein? Il est très fort au début, mais ça ne dure pas tellement longtemps. Un guépard est un petit peu comme ça. Très vite, mais ça ne dure pas tellement longtemps. Mais tout de même, la foule qui l'applaudit. I know with bodybuilding training, it's quite good for building up stamina as well, but have you ever experienced anything like that before? No. Jamais de ma vie, j'ai connu quelque chose qui m'a tellement épuisé de cette façon. Hey, vous avez autour du Finlandais maintenant de 6 pieds 7 pouces, Marco Varalati. On ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu, mais s'il est là, c'est qu'il doit être extrêmement fort. Il n'a pas la même sorte de physique que Lafleur, hein? Un grand sec, lui. Marco, hey, regardez, il part en lion, des petits pas de course. Hey, très rapide. Oh, oh! Hey, à venir jusqu'à maintenant, il est très, très surprenant. Non seulement est-il grand, mais on peut voir qu'il est fort, des petits pas un peu comme des pas de course. Tire son câble admirablement bien, bon équilibre, bon rythme. Et là, ça devient un petit peu plus difficile vers la fin, mais tout de même, un très bon temps, 26, 27, 28, 29, 30, 84. Ouf! Juste une perte d'équilibre vers la fin, mais superbe performance de Marco Varalati. Un Finlandais. Wow! Très, très bien fait. Bon, Forbes Cowan, l'Écossais. Mon ami Maria. Bonjour, Maria. Très belle jeune fille. Alors, Forbes Cowan, inutile de vous dire qu'on sait qu'il est fort. Ça, on le sait. Bon, au début, voilà, regardez ses souliers, lui. Ce sont des souliers, je pense que ce sont des souliers d'alpinistes. En tout cas, ce sont des souliers qu'on utilise en montagne. OK? Il a un bon rythme. Il ne demande certainement pas de force. Et il va terminer assez rapidement, 23, 24, ça devient plus difficile, là. C'est toujours cette dernière partie, 28, 30, 31, 51.
En tout cas, chose certaine, il prend le deuxième rang. Semble complètement vidé. 6 voitures, 3 personnes à l'intérieur de chaque voiture, croyez-moi. Alors, le classement, Varalati a 4 points, Cowan 3, Rasmussen 2 et Curtis Lafleur d'Hawaii, un seul. Ah ben maintenant, on va se retrouver au centre de Nassau pour la prochaine épreuve. Vous allez vous apercevoir que ça non plus, c'est pas facile. On appelle ça la brouette de Samson. Et la brouette de Samson, vous savez ce que c'est? Le truc, c'est d'asseoir le plus grand nombre de personnes, un nombre déterminé, en tout cas pour un poids déterminé, à l'intérieur de bancs qu'on a placés latéralement sur la brouette. Et le truc, c'est de lever la brouette et de transporter à l'autre bout, sur la roue avant seulement, dans le temps le plus rapide. Bon, Fleming Rasmussen qui commence, du Danemark. Les gens semblent s'abuser énormément. Rasmussen qui, je pense, oui, mais il n'a pas le droit de glisser. Non, ça ne fonctionne pas, ça. J'ai pas l'impression. Mais peut-être. Remarquez qu'il ne faudrait pas que j'aille trop vite. En 17,64 secondes, mais il a glissé au sol. Il a poussé en somme. On va attendre, on n'anticipera pas la décision de l'arbitre, parce que regardez, là, vous aviez les 2 pivots arrière qui étaient complètement au sol. Et voilà, justement, Rasmussen lui-même, Cowan aussi, qui demande à l'arbitre, « Hey, est-ce que c'est un bon temps? » S'il n'est pas disqualifié, donc son temps est bon, 17,64. Forbes Cowan maintenant. Il est revenu dans cette épreuve, on l'a déjà vu à l'œuvre auparavant, et il va admirablement bien, là, lui. Très, très rapide. Oh, pour lui, ça semble être un jeu d'enfant, venir jusqu'à maintenant. Bon équilibre. Et voilà, très heureux. 11,10 secondes. Et quelle performance. Incroyable. Quand il est en bonne forme, croyez-moi, revoyons-le. Regardez-le aller. Hein? Il est heureux, croyez-moi. Le truc, c'est de garder l'équilibre. Jamais on l'a vu aller aussi vite. On est en train de replacer justement sur les bancs un peu pour que le poids soit égal de chaque côté. Bon, maintenant, notre homme fort, Marco Varalati de Finlande. On ne le connaît pas tellement, mais on l'a vu tout à l'heure. Incroyable. Encore une fois, semble... Oh, vers la droite quelque peu. Ramène vers le milieu. Et lance sa brouette à l'avant. 11,48 secondes. Ah. Et lui, là, et vous remarquerez que c'est pas les muscles qui vont le faire mourir, du moins les muscles apparents. Tiens, sa brouette allait vers la gauche, vers la droite. Vers la gauche, je devrais dire. Un petit peu vers la droite par la suite. Il l'a ramené au centre. Curtis Lafleur d'Hawaii qui s'est complètement vidé dans l'épreuve précédente. On va voir s'il a repris son énergie, mais on n'est même pas capable. Sa main droite a complètement lâché, mais il a le droit de se reprendre, n'oubliez pas, hein. Voilà. On se... Oh non, jamais. Ouh, totalement vidé. Et ça commence mal, hein. Oh, Curtis est complètement dégoûté de sa performance, croyez-moi. Donc, après l'épreuve, on s'aperçoit que Cowan a 4 points, Varalati 3, Rasmussen 2 et Lafleur 1 seulement. Carrying things has always been your strong point, hasn't it? Carrying things comes quite natural to me. Ah bon? Transporter des choses, c'est très facile pour moi, c'est naturel. Soutient Cowan. Prochaine épreuve, on appelle ça la marche du fermier. Et apparemment, Cowan est très habitué à ça. The qualifying heats are really hard because they're as heavy as the competition themselves. Le truc, vous savez, c'est dans ces épreuves de qualification, c'est de ne pas se vider. Il faut faire attention parce que c'est très, très, très difficile. Alors, vous devez donner le meilleur de vous-même, mais toujours en gardant. Hein. Cowan est premier avec 7 points, Varalati 7 lui aussi, Rasmussen 4 et Lafleur, l'Américain, seulement 2 points. Et on fait la pause.
Steel, le fabricant de la scie à chaîne la plus vendue au monde, vous offre également une gamme complète de coupe-herbes et des broussailleuses. Avec assez de puissance pour entreprendre n'importe quelle tâche. Il pourrait s'avérer l'outil le plus pratique que vous posséderez. C'est tendre, c'est bon, ça fond. C'est nouveau, c'est relax de Vachon. Relax, les plus mollo des petits gâteaux. La fidélité est-elle importante dans votre vie? La fidélité à vos proches, à vos engagements, à vos rêves? Absolument. C'est même essentiel pour grandir. Voilà comment Fidélité est devenue la plus grande société de fonds de placement au monde avec 9 millions d'investisseurs comme vous. Grâce à un monde de ressources, vous pouvez profiter de tout ce que la vie vous offre aujourd'hui. Car si le but fixé est important, chaque étape pour y arriver l'est tout autant. Pardon, mais vous pensez que votre rasoir jetable rase aussi confortablement que son Sensor Excel de Gillette? Oui. Essayez le Sensor Excel, vous changerez d'idée. Après un seul rasage, nous parions que vous ne reviendrez pas au jetable. Seul le Sensor Excel a des lamelles flexibles protectrices offrant plus de confort et des lames autoréglables ultra précises. Ce que les jetables n'ont pas. Et il permet plus de rasage par lame que tout rasoir jetable. Excuse-moi. Relevez le défi Sensor Excel. Nous parions que vous ne reviendrez pas au jetable. Hey, rends-moi mon Sensor Excel maintenant. Hey, hey! Steel, le fabricant de la scie à chaîne la plus vendue au monde, vous offre également une gamme complète de coupe-herbes et des broussailleuses. Avec assez de puissance pour entreprendre n'importe quelle tâche. Il pourrait s'avérer l'outil le plus pratique que vous posséderez. Retour avec l'homme le plus fort au monde et on est à la plage Atlantis ou Atlantis Beach. Si vous avez mieux, notre prochaine épreuve, c'est le tour du globe. Et il y a Fleming Rasmussen, lui qui c'est confiant. Je suis presque certain de la finale. C'est justement la façon qu'il faut penser, mais le tour du globe, c'est un énorme ballon dans lequel on a ajouté 100 gallons d'eau. 2 hommes se retrouvent, un en face de l'autre, de chaque côté. Et le truc, c'est de pousser son rival ou le ballon hors du cercle que vous avez, vous le voyez, et c'est un 2 dans 3. Alors, voyons exactement ce qui va arriver. Vous avez Rasmussen contre Rasmussen qui pousse Cowan à l'extérieur du cercle. N'oubliez pas que Rasmussen pèse 25 kilos de plus que Cowan. Alors, c'est peut-être là où se joue la force physique. Il y a tout de même, d'un côté, la poussée. Encore une fois, Rasmussen qui... Oh! Et on a joué un petit peu de stratégie, hein? Et voici Rasmussen qui va féliciter quand même Cowan. Cowan qui se tient le bras droit, il est blessé et ça... ne sera pas capable de revenir dans la compétition. Même s'il continue à participer, il est affaibli, c'est certain. Bon, ben, ça n'a pas été tellement... Weight is important. Yeah, weight and long arms to control the ball. Bon, ça prend 2 choses. De poids et de longs bras pour être capable de gagner l'épreuve. Ça veut dire que Rasmussen, lui, a gagné 2-0. Je pèse 30 livres de plus que la plupart des gens. Donc, aucun problème. Cette fois-ci, on aperçoit l'Américain qui va prendre le jeune homme Baralati. Voyons Leffler s'il sera capable de tout au moins de... Hey, là, lui, ne fait pas honneur aux haltérophiles, hein? Wow! Leffler, qui a encore une fois été éliminé presque sans effort de la part de Varalati. Ben non, il est fort comme jamais j'ai vu. Deuxième tentative, Leffler qui tombe, perd l'équilibre, et c'est Varalati qui l'emporte, selon, vous avez vu, le sourire de son professeur. C'est 2-0, donc Varalati qui passe à la prochaine épreuve, c'est fait. Bon, ben maintenant, il faut absolument trouver quelqu'un pour la 3e et aussi pour la 4e place. Alors, on a Leffler. Il va y aller contre Cowan. Voyons exactement, est-ce que Leffler, il tient un peu mieux contre Cowan? On sait que Cowan est blessé à l'épaule droite. Bon, ben voilà. Est-ce que Leffler, enfin, sera capable d'en gagner une?
Il n'a absolument rien fait depuis le tout début. Oh. Ah. Et là, croyez-moi que l'énergie est en train de sortir de ce gros corps. Regardez les muscles. Est-ce possible quand on voit les muscles de Leffler tout caonné? Attention, voilà. Leffler, qui semble avoir trouvé, en tout cas, un deuxième souffle. Bon, ben c'est 1-1, parce qu'il faut que je vous dise que Cowan en avait déjà gagné un. On ne vous a pas présenté à l'écran. M. Doug Emmons, qui est l'arbitre. Bon, pour Cowan que vous voyez, et Leffler, et Cowan a décidé de régler ça et au plus vite. Bon, voilà, c'est fait. Alors, adieu, M. Leffler. C'est Cowan qui prend la 3e place. Parce que c'est un point, hein, faut pas oublier. Si vous terminez 3e, vous avez 2 points. Et si vous terminez 4e, 1 point. Pensez-vous que Leffler va continuer? C'est justement ce que dit Cowan. Hein? Quand vous gagnez une épreuve, il faut le gagner au plus vite, parce que sans ça, il ne vous reste plus aucune énergie. Bon, ben là, vous avez Fleming et Rasmussen qui va affronter Marco Varalati. La force de Rasmussen, les longs bras de Varalati. Voyons exactement ce qui va arriver. Ah. Fleming qui, dans le moment, est fort impressionnant. Regardez. Et qui pousse Varalati à l'extérieur. Donc, le géant de 6 pieds 7 pouces a été obligé d'abdiquer devant la pesanteur, le poids de Rasmussen. Oh, voilà. Hey, j'ai rarement vu des gens aussi confiants que ce Rasmussen. Croyez-moi. 2e tentative. Est-ce que Rasmussen sera capable d'établir encore une fois sa loi? En partant, et pourtant les longs bras, hein, c'est du côté de Varalati. Oh, Varalati à genoux de tous les bords, de tous les côtés. Et regardez de quelle façon pousse Rasmussen, tantôt à droite, tantôt à gauche. Ça, c'est de la stratégie, voyez-moi. Et là, il remporte la victoire. Voilà, c'est fait. Oh! Ben, remarquez que ça, c'est au niveau de l'extérieur. Vous allez mettre ça de côté. Voilà Rasmussen qui serre la main de son rival Varalati. Donc, Rasmussen remporte la victoire, 4 points. Varalati 3, Cowan 2 et qui est-ce qui est dernier? Leffler avec 1 point. Fleming, you needed to win that event to have a realistic chance of getting through to the final tomorrow. Ouais, justement, on est en train de dire à Fleming qu'il devait absolument remporter cette épreuve pour avoir une chance de passer en finale. Could be all right, but then I have to be real good tomorrow. Et Fleming de répondre, j'aurais pu me contenter d'une 2e place, mais je veux gagner le plus rapidement possible. Je pense que je contrôlais la situation en tout temps et je ne suis pas trop épuisé. Voilà au classement général, Varalati qui a 10 points, Forbes Cowan en a 9, Rasmussen 8 et Leffler, lui, éliminé avec 3. Là-dessus, on fait la pause. Vous vous souvenez de Jaco? Ce n'est toujours pas un grand parleur, surtout quand il déguste ses super fries de McCain. Qu'elles ne contiennent que 5% de gras n'a pas vraiment d'importance pour lui, car ils ont toujours un goût super. Les super fries de McCain, croustillantes et succulentes avec seulement 5% de gras. Pour ceux qui préfèrent se taire et déguster. Ici le Chasteguin. Est-ce que notre œil va devenir blindé à toute la souffrance que l'on voit à la télévision? Les familles et les enfants du Rwanda ont besoin de nous. Donnez généreusement à la collecte d'urgence ceci. Les Grands Prix de Formule 1 à RDS. Vivez la tension extrême des courses de Formule 1. Joignez-vous à RDS dimanche le 15 juin 19h30 pour le Grand Prix du Canada. En compagnie des experts Formule 1, suivez chaque tour de piste comme si vous y étiez. Avec RDS, entrez dans le feu d'action du tour de formation jusqu'au drapeau à damier. Chaque peut-il triompher devant ses propres partisans. Prochain rendez-vous, Montréal. Non, je pense que j'ai attendu pour essayer Old Spice Ultra efficace parce que je croyais tous les désodorisants pareils. Ben voyons donc. Voilà la preuve que c'est le meilleur. Essayez-le. Si vous n'êtes pas convaincu, composez ce numéro et on vous donnera un bâton de votre marque. Relevez le défi Old Spice Ultra efficace. Faites comme moi.
Bon, ben là, tenez-vous bien. On appelle ça la pierre de McGlashan. OK? Alors, le truc, c'est assez facile. Vous avez 5 pierres rondes et c'est de soulever les pierres, de les mettre sur le baril, l'une après l'autre, et de le faire le plus rapidement possible. Vous avez Curtis Leffler. Est-ce qu'il a encore de l'énergie? Je ne le sais pas. Forbes Cowan, qui sont les partants. Alors, Cowan, tout de suite, il va assez facilement, place sa première pierre. Déjà, Leffler éprouve la difficulté. Regardez comment c'est là. Oh! Cowan en a 2. Lui, Leffler n'a même pas terminé sa première. Voilà, c'est fait. Il a de la difficulté même à courir. Deuxième baril pour Leffler. Troisième, c'est fait pour Cowan. Pas de problème de ce côté-là. Ça va même rapidement. Très rapidement, je devrais dire. Et Leffler, lui, qui, à toute fin pratique, est éliminé. 4 pour Cowan. Et le 5e baril. Cowan pourrait passer en finale éventuellement. C'est fait, c'est réussi. En quoi? 44 secondes, 76. Et Leffler, lui, complètement, mais complètement vidé. Non. Alors, c'est une très mauvaise note pour l'haltérophile et l'haltérophilie en général. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la comparaison. I must go for the win. Alors, comme vous voyez Varaletsky maintenant qui pense que je peux aller en finale. Je suppose que vous êtes capable de traduire comme moi. Il n'y a pas tellement de difficultés. Hein? Alors, dans le cas de Marco Varaletsky, il est très confiant. Rasmussen, la même chose, qui a dit écoutez, il faut absolument que je gagne. On sait que la pression est énorme, surtout sur Rasmussen. Alors, voyons. On s'en va vers la première pierre. Jusqu'ici. Les bras sont tellement longs du côté de Varaletsky. Alors, les deux autres sont à peu près à égalité à venir jusqu'à maintenant. Regardez, tiens. Voilà, c'est fait. 2, le 3e, les longs bras de Varaletsky. Varaletsky qui va admirablement bien, croyez-moi. Il a pris une légère avance sur son rival, mais Rasmussen aussi. Le dernier baril. Oh, il faudra absolument regarder parce que la caméra, à ce moment-là, je pense qu'on va lui remontrer parce que c'était tellement chaud. J'ai l'impression que Varaletsky est un peu en avance, mais tiens, au ralenti. Wow! Une fraction de seconde. Oh, 30,15 secondes. Et donc, Varaletsky remporte la victoire. 4 points. Rasmussen 3, Cowan 2 et Leffler tire de l'arrière avec un seul point. First of all, congratulations. Was it as easy as it looked? Félicitations, M. Varaletsky. Kiitos. Ei se niin helppo ollut, että kyllä se kaikilla on yhtä vaikeaa. C'est pas facile, hein, croyez-moi, c'était dur pour tout le monde. Et j'ai mal partout. Alors, comme vous voyez, au classement général, 14 pour Varaletsky, 11 Cowan, Rasmussen, 11 Leffler, 4. Donc, vous en avez 2 là, Cowan et Rasmussen, qui sont à égalité. Les juges devront décider. Bon, ben justement, c'est Doug Edmonds, l'arbitre, qui a jugé que... OK. Alors, on va faire une course avec une pierre de McGlashan et celui qui va réussir le plus rapidement va passer en finale. Bon, ben, on a beaucoup de sympathie. L'ami de Forbes Cowan qui l'encourage. Go for it! Vous savez, il y a une chose qu'on n'a pas parlé, mais il y a beaucoup d'argent dedans. Voyons, lequel des deux? Fleming, Rasmussen, ou Fleming qui est parti en trombe, et Cowan qui l'a mis sur son épaule. Il échappe la pierre, et voilà, tout de suite, on a vu Fleming, lui, qui a cessé de dépenser de l'énergie pour absolument... Et c'est Rasmussen qui va se classer pour la finale. Est-ce que vous pensez qu'il est joyeux? Et voilà, Cowan qui vient le féliciter. Vous avez vu non seulement son épaule, hein, qui était endolorie, l'épaule droite, mais l'avant-bras aussi, qui montrait des signes. Tiens, regardez bien.
il a perdu l'équilibre et a échappé la pierre. Et tout de suite, Rasmussen a dit, hey, moi j'arrête, je gagne automatiquement. Congratulations, you're through to the final. You must be delighted. Yeah. I'm very delighted. Je suis heureux. J'avais dit, j'étais confiant et je me plaçais pour la finale. Je pensais y aller. Maintenant, c'est fait. Il me reste à me reposer. Croyez-moi. Bien, mesdames et messieurs, on va quitter justement la belle ville de Nassau, les Bahamas, pour vous dire que la prochaine fois, on va vous présenter la finale entre tous ces hommes forts. Et là, après 60 minutes, on saura qui est l'homme le plus fort au monde. Salut tout le monde, à la prochaine. C'est Colin Montgomery. Quelques dizaines de kilomètres à peine. Donc, on a déjà procédé à une opération de vaccination par voie aérienne et on va reprendre cette opération-là très bientôt afin de larguer d'autres vaccins à l'automne. Merci Gérard. Très bien. On se retrouve un petit peu plus tard. Météo, Joanne, le mercure grimpe lentement mais sûrement. Depuis ce matin, ça va se poursuivre une bonne partie de la journée, j'imagine, pour atteindre quoi, des températures dans les normales saisonnières? Oui, dans les normales de saison, ou 1 ou 2 degrés sous les normales de saison. Donc, c'est une journée un peu fraîche, mais très agréable avec le soleil en général sur tout le Québec. Pour l'ouest de la province, l'Outaouais, la région de l'Estrie, ainsi que la Beauce, la Mauricie, les Bois-Francs, Québec, Montmagny, Charlevoix. C'est du soleil et des passages nuageux, maximum de 20 à 22. Pour Montréal, les Laurentides, la Naudière, de 20 à 23 avec du soleil. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, péninsule acadienne, de 17 à 19, ensoleillé avec passages nuageux. Nuageux avec éclaircies pour la basse Côte-Nord, maximum de 9. Soleil ce matin, un peu plus nuageux pour la Gaspésie en après-midi, maximum de 18. Tournez sur la piste. Est-ce que vous entendez, là? Ben, un petit peu, oui. Un petit peu, voilà. Alors, depuis quelques minutes, les Formule 1 sont en piste pour le réchauffement. On vous en parlera en détail dans quelques instants de ce réchauffement avec Gabriel Gélina. Pour l'instant, on se rappelle ce qui s'est passé hier lors de la séance officielle. Pour la première fois, ce n'est pas une Williams Renault qui partira en pole position, mais bien une Ferrari, celle de Michael Schumacher. Michel Chabot raconte. Avec un début de séance plutôt tranquille, il fallait s'attendre à un dénouement digne des meilleurs suspens. Mais il a fallu quand même patienter une bonne vingtaine de minutes avant que les meilleurs pilotes ne se lancent sur le circuit. C'est que la température de la piste était trop élevée et que la poussière y était trop abondante. Mais la suite a été palpitante. Au volant de sa Ferrari, Michael Schumacher a tôt fait de lancer le débat. Son temps de 1,18 et 661 millièmes est alors le plus rapide. David Coulthard fait encore mieux, mais l'Allemand reprend le dessus avec cette fois un chrono d'une demi-seconde inférieur à son précédent. Il reste à peine 11 minutes au calife quand Jacques Villeneuve sort enfin un lapin de son chapeau. 1 minute 18 et 108 millièmes. La foule acclame son enfant chéri, mais c'était sans compter sur l'acharnement de Schumacher. 5 minutes avant la limite, il signe une performance éclatante qui lui permet de devancer Villeneuve. C'est un petit peu dommage ici à Montréal, surtout que je crois que c'est 13 millièmes, donc c'est quand même très serré, c'est un rien. C'est à peu près comme l'année dernière, ça s'était joué dans les dernières secondes aussi. Mais bon, je savais avant d'arriver à Montréal que ce serait la piste la plus difficile, surtout en qualif. Elle s'adapte le moins à la Williams Renault puisque c'est une piste où on tourne avec très peu d'ailerons et aussi il y a très peu de virages rapides. Mais avec le plein d'essence, la voiture est bien plus performante, donc je suis assez en confiance pour demain. Dans la voiture, on a du mal à entendre ce que l'ingénieur dit dans la radio, donc on n'entend pas vraiment la foule non plus. On la voit du coin de l'œil quand on est en train quand on ralentit. Mais c'est sûr, c'est une très bonne foule en fait, parce qu'elle applaudit n'importe qui va vite, donc ça c'est fabuleux à voir. Pour la 15e fois de sa carrière, Schumacher partira bon premier et pour une deuxième année de suite, chez lui, Villeneuve s'élancera de la 2e place. C'est à guichet fermé que ce Grand Prix sera présenté. Michel Chabot pour TVA Sport. Gabriel, pour cette séance de qualification officielle, il y a eu 2 séances d'1 heure d'essai libre, 2 autres de 45 minutes. Maintenant, c'est le réchauffement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à quelques heures du départ?
de 8h30 à 9h ce matin, c'est le réchauffement. C'est l'ultime séance pour les pilotes avant le départ du Grand Prix comme tel. Et c'est l'occasion pour eux de faire des tours en configuration de course, c'est-à-dire avec le plein d'essence, de vérifier les ajustements si tout est conforme sur la voiture. D'ailleurs, Jock Clear, l'ingénieur de Jacques Villeneuve, a dit après les qualifications d'hier que la voiture n'était pas parfaite, la voiture de Jacques Villeneuve, qui voulait faire quelques légers ajustements. Alors, ils les ont probablement fait hier soir. Et là, Jacques Villeneuve va voir si ces ajustements-là sont probants. Alors, voici l'horaire de la journée. Alors, présentement, se déroule le réchauffement jusqu'à 9h. Et par la suite, on aura la course Ferrari Challenge. À midi, formation de la grille. Et de 13h à 15h, le Grand Prix du Canada. Alors, à compter de 13h, on prévoit que ça soit terminé à 15h parce que le maximum, c'est 2 heures. On parle un petit peu de baseball, Sylvie. Oui. C'est important. Hier, les Tigers de Détroit qui ont fait connaissance avec Sir Pedro Martinez. Hier soir au Stade olympique, le partant des Expos qui a retiré 14 frappeurs sur 3 prises. C'est un record personnel. Il n'a alloué seulement que 3 coups sûrs et complété un 5e match, un sommet dans la Ligue nationale. Les Expos qui ont blanchi les Tigers de Détroit 1-0. Donc, 9e victoire de Pedro après 3 départs infructueux. Il domine toujours la Ligue avec sa moyenne de points mérités d'1,60. 14 retraits sur 3 prises. Une marque personnelle, comme on l'a dit. C'était de 13 auparavant. Alors, belle victoire des Expos et de Padres, de Pedro Martinez plutôt, contre les Tigers de Détroit. Carl, on sait que vous passez la journée sur le circuit Jacques Villeneuve. C'est la fête des pères, n'est-ce pas, aujourd'hui? Oui. Alors, comme vous êtes loin de chez vous, on a tenu à vous faire un petit message de fête des pères. Alors, regardez qui j'ai avec moi. J'ai François, qui nous a... Ah, salut! Et j'ai Nicolas Claude, qui a 4 ans. Salut! Bonjour à papa. Salut, ça va bien? J'ai une belle fête des pères. Ah, merci, c'est gentil. François, est-ce que tu es un amateur de sport, toi? Oui, j'ai eu l'influence de mon père. Ça beaucoup? Pas tellement. Est-ce que vous en faites ensemble? Oui. Lesquels? On allait patiner quelques fois et puis... On a joué au hockey? Oui. Ouais. Est-ce qu'il est bon? Parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que les chroniqueurs de sport sont vraiment des sportifs? Il est sportif, mais c'est pas un Wayne Gretzky. Et toi, Nicolas Claude, il paraît que tu joues au hockey? Est-ce que tu joues au hockey avec papa aussi? Oui. Oui. Ben, Carl, on va vous souhaiter une excellente fête des pères aujourd'hui. Franchement, ils sont beaux, vos enfants. Non, ils vont vous attendre avec impatience ce soir. C'est une belle surprise, ça, Sylvie. Merci. Alors, est-ce qu'on souhaite encore bonne fête des pères à papa? Oui. Salut! Salut! Bonne journée, Carl. Restez là, on se retrouve après la pause. Puis je vous jure que c'est toute une sensation. On va avoir les images de ta course sur le montage. L'espèce de pavillon du Québec est devenu une espèce d'addendum au Casino de Montréal. Et quand le soleil plombe dessus, ça a l'air d'un gros lingot d'or. Vous en savez quelque chose? Ou... Cet homme est chanceux au Casino, c'est pratiquement incroyable. De temps en temps. Bon, tout ça, c'est bien réjouissant, mais malheureusement, ce matin, on se lève au tournant d'une fin de semaine qui a été avec un bilan lourd sur les routes. Oui, il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça au Québec. Bilan très, très lourd. Écoutez, on parle au moins 12 personnes, 13 personnes même qui ont péri sur les routes en fin de semaine. C'est assez impressionnant. Et le plus sérieux, le plus grave de ces accidents, ils sont venus ici même sur la rive sud de Montréal, à Boucherville, 3 jeunes adolescents qui sont décédés. Alors, on aura des détails un petit peu plus tard. Beaucoup de déceptions également au circuit Jules Villeneuve en fin de semaine. Il y a eu beaucoup d'accidents là-bas aussi. Ça a été moins grave. Cependant, Jacques Villeneuve qui a frappé le mur s'en était fait seulement au premier tour de cette course au Grand Prix du Canada. Il y a Ralf Schumacher qui a percuté les pneus. Problème de pneus à la base de tout cela. Mais l'accident le plus sérieux hier, c'est Olivier Panis de l'écurie Prost Mugen qui a été victime de cet accident. Fracture double tibia péroné. Bref, sa saison pour lui est terminée. Dans tout cela, on a cessé l'épreuve avec 13 tours à faire. Il y avait plus de 75% de complétés. Alors, on a attribué cette victoire à l'Allemand Michael Schumacher. Cependant, pas de célébration au champagne hier du côté du Grand Prix. Pas très festif, mais que d'événements, que de rebondissements dans le cadre de ce Grand Prix. À 6h02, on s'en va tout de suite à l'extérieur rejoindre José Sanson. Bonjour, José. Bon lundi, Guy. La promesse du petit matin va-t-elle se tenir tout au long de la journée? Oui, c'est du soleil. Quelques petits passages nuageux, mais c'est pour l'ensemble du territoire québécois, sauf pour les gens qui demeurent dans les régions au nord-ouest. C'est de la pluie qui est prévue pour aujourd'hui, mais dans l'ensemble, une très belle journée. Parfait, on examine ça en détail dans quelques instants. Transportons-nous maintenant du côté de Paris où se tenait hier la traditionnelle course des garçons et des filles de café, évidemment, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Ils étaient nombreux à se promener sur les rues avec leur dossard, avec le signal du départ. Il s'agissait de franchir un bout de chemin
sans en renverser, évidemment. Pas évident. Imaginez, même d'un pas ordinaire, bien souvent, c'est un véritable exploit que de ne pas renverser quoi que ce soit que l'on transporte. Avait-il le droit de... Oui. Non, non, il faut garder ça dans une seule main. Évidemment, à la fin de l'épreuve, il fallait savoir que... en compte. Garder son tablier comme ça pendant cette... Il fallait faire le décompte de ce qu'on avait comme liquide. Et puisqu'on est en France, il y a le grand concours de Sopexan pour déterminer le meilleur sommelier au monde. Et c'est un Américain cette année qui remporte le titre. Voilà, une petite gorgée d'eau, défendu de prendre ce qu'il y a sur le plateau. Aujourd'hui, on a une émission des plus intéressantes à vous proposer. Entre autres, nous reviendrons sur le Grand Prix du Canada avec Gabriel Gélina ce matin. Nous ferons également un retour sur Expo 67 qui célèbre ses 30 ans cette année. Suzanne Champagne pour nous parler du théâtre de Rougemont également. Et on ira faire un tour du côté de Chicoutimi qui nous invite à aller voir la pulperie. Et voir ce qui s'est passé parce que la saison touristique reprend de plus belle. Ah, quoi? L'amitié sans confiance est comme une fleur sans parfum. Dimanche, sur la route 132 à Boucherville, 3 morts, des adolescents de 15 et 17 ans. Alors, un seul survivant. Le conducteur du véhicule, c'était le seul qui avait bouclé sa ceinture de sécurité. Les autres ont été éjectés de l'auto lorsque le véhicule a effectué plusieurs tonneaux. Alors, l'alcool ou la drogue ne sont pas en cause. Les policiers sont catégoriques là-dessus. Ce serait davantage la vitesse et l'inexpérience qui serait à l'origine de cette tragédie routière. Et puis, un autre accident mortel qui s'est produit, celui-là, sur la rive sud de Québec, à Lévis plus précisément. Gérard Deltel, ça s'est passé à l'heure du souper hier. Une jeune femme de 22 ans qui a été tuée. Oui, c'était la suite d'une collision à Lévis, au coin de la côte du Passage de la rue Wilfrid-Carrier. Alors, semble-t-il que c'est une voiture qui n'a pas respecté le feu de signalisation. Ce serait donc une négligence, quelqu'un qui a brûlé un feu rouge et qui aurait provoqué une collision entre les deux voitures. Et comme on le voit, les voitures ont été passablement amochées, merci. Et une jeune femme de 22 ans était à bord de cette voiture. Elle n'est pas décédée sur le coup. Elle avait un pouls très faible lorsque les policiers et ambulanciers sont arrivés sur place. Mais c'est en arrivant à l'hôpital que la jeune femme est décédée. Et rappelons qu'en fin de semaine, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a un jeune homme de 18 ans qui est mort à Beauceville. Alors, il faudrait se servir de ces événements-là comme avertissement, comme incitation à la prudence. Hein? L'été commence mal. Oui. Merci Gérard, à tantôt. Au revoir. On le répète toujours le vendredi lorsqu'on se quitte pour la fin de semaine. Soyez prudents sur les routes. Hein? Le message doit être répété tout le temps. Et on ajoute à ça les victimes d'un écrasement d'avion. Exactement. Cette fois, c'est un Cessna 185 qui s'est écrasé en forêt au nord de Chicoutimi. 3 Américains qui sont décédés à bord de cet accident, de cet avion, c'est-à-dire qu'il s'est écrasé donc près dans les monts Valin, Éric Lévesque. Oui, c'est précisément à 35 km de Chicoutimi que l'avion s'est écrasé. C'est au lac Morin. Les Américains, les 3 Américains, revenaient d'un séjour au lac, à la pourvoirie de Portneuf, du lac Portneuf plutôt. Et ce qui s'est passé finalement, vous le voyez, l'avion a heurté carrément cette montagne. Ce qu'on croit, c'est qu'habituellement, les gens qui connaissent le secteur, il y a 70 km à parcourir. Et on évite les montagnes. C'est un avion de ce genre-là, voyez-vous, avec des flotteurs. Et on évite de parcourir de façon rectiligne les montagnes. Et on fait plutôt, là, un détour. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on a choisi de couper carrément à travers les montagnes. Méconnaissance du terrain, qui est extrêmement accidenté dans ce secteur-là. Et également du brouillard, ce qui fait que l'avion s'est écrasé. Oui, assez inexplicable, parce qu'on dit que le pilote connaissait bien la région, en plus, hein? Bien, il connaissait bien la région pour y être venu, sauf que ce qu'on dit, c'est qu'il y avait quand même une certaine méconnaissance au niveau du terrain en tant que tel. Oui, il était déjà venu sur les Monts-Valin, mais il s'était peut-être pas rendu très souvent là, au lac Portneuf, dans ce secteur-là. Donc, il a choisi un retour de façon à le faire en ligne droite, sauf qu'il aurait fallu qu'il contourne les montagnes s'il voulait les éviter. Donc, aujourd'hui, il y a l'enquête qui se poursuit. On croit justement que ce n'est pas une défaillance mécanique, mais bien une erreur de pilotage qui a conduit dans la mort les 3 touristes américains. Et également, à Montréal, aujourd'hui, on fera l'identification des corps par les familles qui vont venir directement de Pittsfield, dans le Maine. C'est de là que venaient les 3 personnes, avec des fiches dentaires, parce que les corps sont tellement calcinés qu'on ne peut pas les identifier de façon visuelle. Merci, Eric. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Eric. Attentat, c'est pas au sud du Liban. Oui, dans le sud du Liban, ça s'est passé au cours des dernières heures. Des soldats israéliens qui sont tombés dans une embuscade tendue par les membres du Hezbollah sur une route dans le sud du Liban. Il y a un mort chez les Israéliens, 3 blessés. Ça s'est passé donc dans la zone qui est contrôlée par Israël, dans le sud du Liban. Des militaires qui circulaient à bord d'un blindé quand ils ont été la cible d'une bombe télécommandée. Alors, les troupes israéliennes ont répliqué en effectuant des tirs d'artillerie contre des villages chiites qui sont soupçonnés d'abriter des membres du Hezbollah.
On ne rapporte aucune victime parmi les résidents de ces villages, cependant. Et il n'y aura pas d'accusation contre M. Netanyahou? Non, écoutez, pas de poursuite en justice. M. Netanyahou qui était dans le pétrin, en quelque sorte, à la suite d'une nomination controversée au ministère de la Justice. On l'avait même accusé de trafic d'influence pour étouffer une affaire de corruption. Finalement, la Cour suprême a conclu qu'il n'y avait pas matière, justement, à poursuite contre le premier ministre Netanyahou. Il va souffler. Oui. Il y a une importante conférence qui va se dérouler pendant 5 jours du côté de Toronto. On va discuter ferme sur la réintroduction des postes de péage sur diverses routes. Il y en a une, la 407, qui relie Toronto à d'autres villes dans le secteur de la péninsule ontarienne, qui a coûté 929 millions de dollars et on prévoit qu'elle pourrait être remboursée, payée au terme de 30 ans. Et il en coûterait quelque chose comme 14 milliards de dollars pour faire en sorte que les 25 000 kilomètres de route au Canada soient ramenés dans un état potable. Acceptable. Parce qu'on a juste à se promener ici, là. C'est pas le Pérou. Les routes du Québec, entre autres, c'est pas le Pérou. Et on songe de plus en plus à réintroduire des postes de péage, comme ça se fait en Europe. Et quand vous voyagez en France, par exemple, quand vous allongez le bras pour payer l'autoroute, ça vous le coûte, justement, parce que sur des distances, vous pouvez être appelé à payer 15, 20, même 25, 30 dollars selon la distance que vous parcourez. Mais les routes sont bien entretenues et un service au grand complet qui assure que la circulation se fait de bonne façon. Parce qu'ici, bien souvent, là, ça coûte cher en amortisseur. Oui, puis le prétexte du climat, là, pour justifier l'état lamentable de nos routes, moi, j'y crois pas tellement. Regardez, l'Ontario a le même climat. Ben, voyons donc. Le Vermont a le même climat. Exactement. Dès que vous changez d'État ou de province, ça change de façon dramatique l'état des routes également. Presque 6h14 minutes, ce qui ne change pas, et c'est ce qu'on souhaite, c'est le beau temps qui perdure encore, Josée. Oui, c'est tellement un beau début de semaine. Ce sera une belle journée aujourd'hui pour emprunter les routes du Québec, surtout pour les régions au sud-ouest, au centre et à l'est du Québec. Par contre, au nord-ouest, c'est des averses qui sont prévues pour aujourd'hui. Donc, en détail, pour les régions du sud-ouest, pour Montréal, ce matin, c'est du soleil, quelques petits passages nuageux. Cet après-midi, on prévoit un ennuagement graduel. Il y a même un risque d'orage qui est prévu pour ce soir. Pour les Laurentides et l'Outaouais, il y a un ennuagement pour ce matin, 70 de probabilité d'averse pour cet après-midi. Pour les régions plus au centre du Québec, l'Estrie, la Beauce, la Mauricie et Québec, c'est du soleil aujourd'hui, des passages nuageux. Le mercure variera entre 20 et 26 degrés. Plus à l'est, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Lac-Saint-Jean, on prévoit des averses. Il y a même un risque d'orage qui est prévu pour cet après-midi. Au Saguenay, c'est nuageux, quelques petites éclaircies ce matin. On prévoit des averses pour cet après-midi. Pour la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord, c'est le même scénario, des nuages, quelques petites éclaircies. Pour la côte gaspésienne, du soleil, des nuages, 24 degrés. Pour le Bas-Saint-Laurent, même chose, soleil, quelques petits passages nuageux, maximum de 23. Pour les îles de la Madeleine, c'est ensoleillé aujourd'hui avec 16 degrés. Pour les régions au nord-ouest maintenant, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est nuageux, 70 de probabilité d'averse. Il y a même un risque d'orage qui est prévu pour ce soir. Pour la baie James et le Grand Nord, c'est de la pluie pour aujourd'hui, des maximums entre 13 et 20 degrés. À plus long terme maintenant, pour demain, mardi, on prévoit des averses débutant tôt demain matin. Par la suite, on prévoit un dégagement graduel. Pour mercredi et jeudi, des nuages, quelques possibilités d'averses, maximum de 25 et 26. Et pour vendredi, c'est le retour du soleil, quelques petits passages nuageux, mais des températures qui se rapprochent grandement des normales saisonnières. Le soleil s'est levé à 5h06 ce matin, il se couchera à 20h46. Merci beaucoup, José. Déjà à 6h15, presque 6h16. Une brochure qui est arrivée à même le Québec Science qui s'appelle l'ADN du vélo. L'étonnante histoire et les 1000 secrets de la plus sympathique des machines. Et si vous êtes encore sur votre nuage après avoir participé au Tour de l'île, vous étiez 45 000, c'est le genre de brochure qui devrait vous intéresser parce qu'à l'intérieur, on parle, bien entendu, quand on dit l'ADN, c'est toute l'histoire de ce véhicule qui remonte à quoi? 1885, on a commencé à se mouvoir littéralement, avec des photos intéressantes et des très, très vieux modèles de ce vélocipède. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, Salut Bonjour, on en a montré un qui est venu nous montrer son vélocipède qui traversait une bonne partie du Canada. Il y a également à l'intérieur tout ce dont qu'il faut savoir pour l'histoire de la fameuse roue engrenage et également tout ce qu'il faut savoir concernant la bonne pratique du vélo qui a beaucoup évolué. On en a vu, on en voit à l'occasion, des gens qui se promènent sont presque littéralement couchés comme ça et ça s'en va tout doucement pour profiter du beau temps. 6h16 minutes, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de beau temps, il y avait plein de monde avec beaucoup d'attentes hier au Grand Prix qui s'est soldé par une conclusion assez étrange. Assez étrange. D'ailleurs, ça a été un Grand Prix très, très étrange. 102 000 spectateurs hier ont vu Jacques Villeneuve devoir abandonner après 2 tours. David Coulthard, lui, a calé son moteur alors qu'il filait vers la victoire. Accident, double fracture tibia péronée pour Olivier Panis. On va retenir aussi que Michael Schumacher a gagné.
On discute stratégie chez Williams en matinée, mais on est loin de se douter du déroulement catastrophique que prendra la course. Le circuit montréalais est souvent impitoyable. Eddie Irvine s'en rend compte dès le départ. Sa journée de travail est terminée, tout comme celle de Jan Magnussen, victime d'une sortie de piste avant la fin du premier tour. Ce genre d'incident spectaculaire plaît aux amateurs, mais quand c'est leur favori qui se retrouve en pareille situation, c'est moins drôle. Qui l'eût cru, Jacques Villeneuve fait une fausse manœuvre et ironiquement embrasse le drapeau du Québec. C'est Villeneuve s'en veut, regardez, il se tape. Pas trop fuyant pour le pilote de Williams, l'erreur après tout est humaine. Je suis juste rentré dans le virage un petit peu trop vite. Il y avait beaucoup de poussière et pourtant j'étais pas en train d'attaquer, j'étais pas en train d'aller très vite, donc j'étais un petit peu surpris. Et une fois que j'étais en travers, je ne pouvais plus rien faire. C'est une grosse bévue, c'est des points jetés à la poubelle, c'était que le deuxième tour, donc c'est vraiment très dommage. Schumacher vogue ainsi en tête sans avoir à se soucier de son grand rival disparu prématurément. Au 28e tour, l'Allemand passe au puits, laissant les devants à David Coulthard, 5e au départ, qui pousse sa McLaren à fond. 12 tours durant, il mène la course. Un changement de pneus et 4 tours plus tard, l'Écossais reprenait les commandes à la faveur d'un second arrêt de Schumacher. La situation était idéale pour Coulthard. Plus rien ne pouvait l'empêcher de signer après Melbourne, son deuxième succès de la saison. Surtout que son poursuivant éprouve de nouveaux problèmes avec ses pneumatiques. Mais peu de temps après, Coulthard est affecté par une avarie similaire. Et voilà qu'un autre coup de théâtre se produit. Le moteur cale et 2 minutes s'écoulent avant que la McLaren ne reprenne vie. C'est le désastre. Coulthard finira 7e. Puis au 52e tour, Olivier Panis est victime d'un violent accident. Le pilote de l'écurie Prost subit une double fracture tibia-péronée aux 2 jambes. Il sera transporté par hélicoptère à l'hôpital Sacré-Cœur pour y subir une intervention dans la soirée. La voiture de sécurité neutralise la course à la suite de cet accident et bientôt on l'interrompt complètement, 75% de la distance ayant été franchie. Schumacher remporte la 24e victoire de sa carrière devant Jean Alesi et Giancarlo Fisichella, mais personne n'a le cœur à la fête. Oui, comment? Pendant ce temps-là, les Expos sont vraiment trop forts pour la Ligue. Trop fort pour la Ligue. Il y a Jeff Duden hier qui a déjà dit « J'aime jouer au hockey ». On l'a vu devant le receveur des Orioles. Henry Rodriguez est devenu le premier joueur des Expos à frapper l'anneau technique, un circuit, son 13e de la saison, la 4e manche. Il a ainsi amorcé une poussée de 4 points qui a brisé l'égalité de 1-1. Il y a Mark Brodzinnek qui a frappé un autre circuit en 5e manche, 6-2 Expos. Jeff Duden qui a fait son travail malgré tout en fin de match, un match complet pour lui. Les Expos ont balayé les Tigers de Détroit en l'emportant hier par la marque de 10-2. C'est une 9e victoire de suite pour Montréal. Mais là, ce soir, il y a tout un défi qui s'en vient parce que ce sont les Orioles de Baltimore qui seront les adversaires des Expos. Pendant qu'on voit le classement meilleur deuxième, Montréal qui n'est maintenant qu'à un match de cette position. Alors ce soir, comme je vous le mentionnais, les Orioles de Baltimore, 9 victoires de suite, 3,5 du sommet de la section Est, parce que hier, du côté d'Atlanta, Cal Ripken lui a dit « Les Braves d'Atlanta, ça ne me dérange pas tellement, ça vaut la peine de bailler. » Il y a eu un circuit de 2 points de Lanny Webster après 2 retraits en 10e manche. Baltimore a gagné 5-3 contre Atlanta et a balayé les champions de la Ligue nationale. Alors c'est une 7e défaite de suite pour Atlanta contre les équipes de la Ligue américaine, parce que l'an passé, contre les Yankees de New York, les Yankees l'avaient emporté en 4 matchs. Alors, j'adore les matchs intra-ligues. C'est donc intéressant. De Montréal, de même que dans les cours d'eau naturels, et les vacances commencent à peine. Merci Gaëtan. Au revoir. Au revoir. La surveillance, il y en a eu 2 autres au lac Saint-Jean. Oui, 2 autres noyades, cette fois au lac Saint-Jean, près de Robertval, Éric Lévesque. On a découvert une chaloupe à un moment donné. Il n'y avait plus personne à bord, mais les 2 hommes qui auraient dû être à bord sont toujours portés disparus. Effectivement, c'est arrivé hier en après-midi. Les 2 hommes avaient quitté la rive aux alentours de 13h30. À 16h30, pourtant, ils ont communiqué par radio-émetteur à leur épouse qui était demeurée sur la rive pour dire que tout allait bien, tout était parfait. Ils faisaient une belle partie de pêche sur le lac Saint-Jean, finalement. On a envoyé un hélicoptère un peu plus tard en soirée lorsqu'on n'avait pas de nouvelles, en fait, en fin de journée avant que le soleil ne se couche. Et là, on a trouvé l'embarcation et un gilet de sauvetage sur les 2 qui étaient pourtant à bord et que les 2 pêcheurs devaient porter. Aucune trace de canne à pêche ou d'équipement de pêche ou de quoi que ce soit. Le lac Saint-Jean, vous savez, c'est une mer intérieure, donc difficile de croire que les 2 personnes ont peut-être pu regagner la rive. En tout cas, on le souhaite, c'est bien évident. Mais chose certaine, ce matin, on reprend les recherches à l'aide de l'équipe nautique de la Sûreté du Québec. Merci Eric. Au revoir. Accident grave, on a omis d'exécuter un arrêt sur un feu. Exactement, ça s'est passé à Lévis, Gérard Beltel, une jeune femme qui a été tuée là, parce que justement le conducteur de l'autre véhicule n'a pas fait son arrêt obligatoire. Ces 2 voitures qui sont entrées en collision au coin de la côte du Passage et de la rue Wilfrid-Carrier, et comme on a pu voir sur les images, les voitures sont passablement abîmées. Le choc a donc été très brutal. Et justement, ce serait une négligence de la part d'un des 2 conducteurs qui aurait
vraisemblablement omis d'effectuer son arrêt obligatoire lors d'un feu rouge et les deux voitures seraient rentrées en collision. La jeune femme de 22 ans, dont l'identité n'est pas encore dévoilée, on devrait avoir son nom un peu plus tard aujourd'hui. La jeune femme, donc, était encore vivante au moment de l'arrivée des policiers et des ambulanciers. Son pouls était par contre très faible, mais en arrivant à l'hôpital, c'en était fini de cette jeune femme. Rappelons aussi que sur la rive sud toujours, mais de la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme de 18 ans à Beauceville qui est décédé à la suite d'une perte de contrôle de son véhicule. Ça va être prudent, hein? Merci, Voilà. Gérard. Au revoir. J'espère qu'on peut commencer ce genre de série noire avec les pics qui s'amènent en 1990. C'est bien mal parti, là. On a manifesté contre la pauvreté hier. Oui, alors écoutez, pendant qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui dépensaient des centaines de dollars, soit pour le Grand Prix ou d'autres manifestations, bien, il y a 150 jeunes chômeurs et assistés sociaux qui sont descendus dans la rue. Ils ont marché dans le centre-ville pour dénoncer la pauvreté, justement. Et leur message à ceux et celles qui sont dans la même situation, c'était de dire à ces gens-là, prenez-vous en main et allez chercher votre part de la richesse collective. Et qui sont ces gens qui sont réunis à Amsterdam? Alors, c'est un sommet européen qui a lieu justement à Amsterdam, donc chefs d'État et de gouvernement des 15 pays membres de l'Union européenne qui doivent discuter pendant 2 jours d'une stratégie européenne de création d'emplois et aussi revoir le traité de Maastricht qui encadre la nouvelle Europe. Alors, à l'agenda également, la stabilité budgétaire qui ne manquera pas d'avoir une influence sur le cours de l'euro, c'est la nouvelle monnaie européenne qu'on aura bientôt. Alors, on veut aussi y associer la dimension sociale. Alors, on a vu là, Jacques Chirac, Tony Blair, le nouveau premier ministre de Grande-Bretagne, Helmut Kohl, tous les grands sont là. Il est rafraîchissant, M. Blair, hein? Oui, tout jeune, et puis qui arrive avec des idées neuves. C'est de ça qu'on a besoin un petit peu chez nous, hein? Et enfin, des enfants dans le 10 Downing Street. Oui. Ça rappelle Pierre Trudeau à l'époque, au 24 fait. Merci bien, Jacques. Eh bien, il y a un gros combat, un combat aérien qui va se livrer avec le géant Airbus qui a présenté les nouveaux appareils dans le cadre de l'exposition d'aéronautique au Bourget. Ça, c'est en banlieue de Paris, pas tellement loin de Charles de Gaulle non plus. On va présenter le A340, 2 versions, le 500 et le 600. Donc, on a fait quelques démonstrations. Ça devrait concurrencer. Le fuselage est un peu plus large pour transporter 378 passagers. C'est un avion à 4 moteurs, le fameux A340-600, avec un rayon d'accent de 5300 milles nautiques, ou si vous préférez, une liaison sans escale entre Londres et Singapour. Il paraît que vous pouvez regarder 4 films. Au moins, oui. Et l'avion en question devrait concurrencer le fameux 747 parce que déjà des compagnies aériennes pensent à changer leur flotte et ça en fait un appareil plus facile à piloter et un peu plus économique avec les fameux moteurs de la compagnie Rolls-Royce. On l'a dit dur à Boeing, hein? Vous êtes allé à l'exposition aérienne de Mirabel, là? Mirabel. Oui. Avoir entendu le silence. Exactement. Celui du Regional Jet. Incroyablement silencieux. C'était toute beauté. Et juste avant, on avait fait voler un avion, le fameux TCA, tout argenté. Là. Première victoire de brillante façon. Il est allé chercher la pole position. Bertrand, Il paraît que c'est extraordinaire de le voir donner des autographes. Par la suite, il était incapable de s'arrêter. Les gens essayaient de l'enlever de là pour qu'il puisse quitter le site. Et le jour ne viendra jamais où Bertrand Godin refusera un autographe, ça c'est certain. Il est trop agréable. Ah ben oui, il nous avait accompagnés pendant 2h30. Je ne verrai jamais au ciel à Guignolé, sous un froid intense, grosse humidité au mois de décembre. Alors, chapeau, il est parti. Ouais. Et il est parti aux États-Unis pour des essais. Ça s'annonce bien pour lui. Bon, parlons des malheurs de Jacques Villeneuve. Il partait sur la première ligne, tout juste en retrait derrière l'Allemand Michael Schumacher. Ça avait été toute une séance de qualification samedi, hein, à la toute dernière seconde. Et Schumacher qui avait coiffé l'ami Jacques. Et Schumacher va garder sa première position. C'est derrière que ça va jouer. On vient de voir la voiture jaune arriver. C'est celle de Fisichella qui obtiendra au podium. Et le coéquipier de l'Allemand sera l'une des victimes de ce deuxième virage. Vous voyez la voiture de Irvine qui va quitter la piste sans l'effet. Ça n'aura pas été long, 200 mètres. Fin du deuxième tour. Ça, on a eu besoin de la reprise. On a vu Jacques immobilisé sur le bord de la piste. Il aimait probablement le cycle du Québec tellement qu'il s'y est arrêté. Erreur bête de pilotage, tout simplement. Coulthard, il menait au 51e tour, arrête au puits, il cale le moteur. Ça devient pathétique des Ben oui. Alors, Pascal, des problèmes avec le décalage, lui, avec ce calage de moteur. Et dans le cas d'Olivier Panis, semble-t-il qu'il y a un problème avec la suspension, ce qui a pu expliquer cette perte de contrôle. Double fracture aux deux jambes, tibia et péroné. Un autre conducteur sympathique. Sa saison est terminée, mais il n'y a pas trop de problème. Il est encore à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Il devrait la quitter dans quelques jours. On a donné la victoire à Schumacher. On écoute les commentaires du héros local qui a beaucoup déçu. J'ai mal jugé le dernier virage. Je suis rentré un petit peu vite dans le dernier virage. La piste était très glissante. Il y a beaucoup de sable et de poussière. Une grosse déception. C'est sûr que ça va être difficile à avaler. Je me souviens pas d'avoir fait une grosse bêtise comme celle-là dans le passé. Mais bon, il va falloir l'oublier et
et continuer le championnat. Il y a encore beaucoup de courses. C'est dommage que ça arrive ici à Montréal. Il y avait de la poussière pour tout le monde. Il l'a dit un peu plus tard. J'imagine qu'il ne pouvait pas se le permettre, mais il ne devait pas avoir envie de rencontrer les journalistes après. Il faut le faire quand même quand on touche plus de 10 millions. Alors le toit s'est effondré sur Jacques. Ben, le toit a été touché presque atteint hier par un coup de canon. Les haut-parleurs, c'est 500 pieds du marbre, ça. Henry Rodriguez, le troisième seulement à réussir cet exploit. On dit que le jeune Ntema Ndungidi l'a aussi fait. Les expos ont fait flèche de tout bois. Regardez, ça c'est un coup sûr de Ryan Maguire qui continue d'être extraordinaire. 417 de moyenne depuis qu'on l'a rappelé des Lynx d'Ottawa. Là, vous allez voir les 2 points marqués sur un coup sûr de Santangelo, le lanceur du Houdin, comme un train, 6 pieds 8 pouces. On le souhaite à personne. Il s'appelle le Casanova, le receveur des Tigers, qui l'attendait. Alors, il a perdu des plumes là-dessus. Jordan a remporté les victoires. Facile, les Expos 10-2, 9 en ligne. Jack Nicklaus, peut-être son dernier Omnium des États-Unis, 57 ans. Il a terminé à plus 13. Et Tiger Woods, on parlait de déception dans le cas de Villeneuve. Il s'est aperçu qu'il y a des tournois qui seront plus difficiles que d'autres. Il a terminé à plus 6. Ça, c'est à 10 coups de la tête. Et M. le Président était là pour l'applaudir, le tournoi qui se disputait à Bethesda, dans l'État du Maryland. Et celui qu'on voyait remporter ce tournoi, enfin, ça fait 3 ans d'affilée qu'il est meneur avant la dernière ronde. Tom Lehman, c'était encore le cas hier. Il a planché au 14e. Vous l'avez vu aller dans une fosse de sable. On est au 17e. Coup d'approche. Merci, il vient de perdre un coup. Et c'est là qu'il a laissé la porte ouverte à Colin Montgomery, qui menait après la première journée. Montgomery s'est battu, l'Écossais, avec Ernie Els, qui est un Sud-Africain. Et Els a remporté la victoire de justesse. C'était la 2e fois en 4 ans que ce jeune homme de 27 ans remportait l'Omnium des États-Unis. Et ça, ben, c'est ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Vous le savez, la limousine. Ouais. 2 joueurs des Red Wings de Détroit, Konstantinov notamment, qui est toujours dans le coma dans un hôpital de Détroit. Il y a aussi Vyacheslav Fetisov, dont l'état n'inspire plus aucune crainte. Il y a aussi le masseur des Red Wings de Détroit qui est également dans le coma. Alors, les deux, semble-t-il, réagissent à certains stimuli, notamment de la musique russe et aussi la fameuse chanson de Queen, We Are the Champions, et aux voix de leurs coéquipiers et des membres de leur famille. Aussi, hein? Alors, Konstantinov, qui a été l'un des éléments les plus importants des Red Wings, c'est catastrophique. Et demain, il pourrait même remporter le trophée Norris remis au meilleur défenseur. Ah oui, il est en élimination. C'est aujourd'hui qu'ont lieu les funérailles de Serge Tremblay, le Hells Angels du chapitre de Trois-Rivières-Ouest, décédé dans un accident de la route la semaine dernière. Les funérailles seront célébrées par l'abbé Georges Gendreau à 13h30 au centre communautaire Jean 23 de Trois-Rivières-Ouest. Toute la fin de semaine, des membres des Hells Angels et des sympathisants sont venus rendre hommage à leurs confrères décédés au local de Trois-Rivières-Ouest. Le cuisinier d'un restaurant de Louisville a été agressé au couteau dans la nuit de samedi à dimanche. Gérald Jacob, 52 ans, venait de terminer son quart de travail au restaurant L'Arc en Fleurs quand un jeune homme de 21 ans s'est jeté sur lui. Gérald Jacob a succombé à ses blessures dans l'heure qui a suivi. L'individu de 21 ans a été arrêté hier et devrait comparaître au palais de justice de Trois-Rivières aujourd'hui. Et pour la première fois, des cyclistes ont pu emprunter le barrage Lagabelle. Un groupe de promoteurs souhaite intégrer le barrage dans le parcours du réseau de pistes cyclables. Nous retournons à Guingamp. Le Journal de Montréal, donc Villeneuve furieux. Nous dit-on, dans le droit d'Ottawa, on dit que Villeneuve a gaffé. Dans le Soleil, on parle de douche froide avec la gaffe de Villeneuve et la blessure de Panis. Le Devoir parle d'un week-end rouge, déception et inquiétude pour qualifier tout ça. Dans la presse, cruelle déception, oui, pour Villeneuve, mais aussi pour le public, dit-on. Et le Gazette parle de cette course écourtée. Rien de cela, évidemment, dans le Globe and Mail, dont la grande manchette se rapporte à la Colombie-Britannique, qui va légiférer aujourd'hui afin de permettre à la province et à ses résidents de poursuivre ensemble, donc en recours collectif, les compagnies de tabac pour dommages et coûts de santé résultant de l'usage du tabac. Et en éditorial, on revient sur les commissions scolaires. La querelle que se livrent le Parti québécois et le Parti libéral, donc sur les commissions scolaires, ça fait partie d'un théâtre de l'absurde pour Lise Bissonnette dans Le Devoir. Elle dit que les partis sont prisonniers de leurs idéologues respectifs. Pour elle, c'est le gouvernement qui a le plus mauvais rôle et on se demande, dit-elle, quand le premier ministre va cesser de le faire jouer à la ministre de l'Éducation et de lui imposer des huées qu'elle tentait d'éviter. Elle dit qu'il est plus que temps que le premier ministre s'explique lui-même de décisions qui sont siennes, qu'on comprenne pourquoi il refuse aujourd'hui aux anglophones une concession mineure, alors qu'il cédait récemment bien plus en matière de langue d'affichage, et comment il peut soudain partager les fantasmes d'orthodoxes dont le dernier souci dans cette affaire est le sort de l'école québécoise. Ce matin, Le Devoir nous apprend, et Lise Bissonnette le reprend, que le professeur Jean-Pierre Proulx, co-signataire du rapport qui a lancé la démarche d'amendement constitutionnel, a proposé ce week-end une voie de sortie à l'impasse. C'est une clause interprétative qui pourrait s'ajouter à la loi sur les élections scolaires pour préciser que l'élargissement du droit de vote
vote ne devrait jamais être invoqué pour étendre l'admissibilité à l'école anglaise. Alors elle dit que si les craintes du gouvernement sont formulées de bonne foi, si elles ne sont pas de simples prétextes, eh bien que cela devrait suffire à régler le problème et en quelques heures seulement. Pierre Gravel dans la presse, lui, commente ce qui se passe au Bloc québécois, jeu de coulisses où les couteaux continuent de voler bas. Il ne s'agit plus, dit-il, de politique, mais d'un feuilleton médiocre au rebondissement rocambolesque et qui risque de faire perdre au Bloc toute crédibilité. Et c'est ça qui est inquiétant, dit-il, parce que s'il n'était question que de querelles internes dans un groupe de souverainistes divergents d'opinion sur les moyens de faire la promotion de leur thèse, on pourrait s'en désoler ou bien s'en amuser, selon qu'on la partage ou non. Mais on a malheureusement tendance à oublier au Bloc que ce parti, avec ses 45 députés, représente non pas uniquement les partisans de son option qui ont voté pour lui, mais aussi plus de la moitié des circonscriptions du Québec où vivent des électeurs qui sont en droit de s'attendre à ce que leurs députés s'occupent d'autre chose que de grenouillage. Il dit que le Bloc n'a pas le monopole des guerres intestines qui minent tous les partis un jour ou l'autre, qu'on va d'ailleurs le voir sans doute bientôt au Parti libéral, mais que quand on a l'impression que c'est devenu l'activité principale d'une formation, comme c'est le cas au Bloc depuis le départ de Lucien Bouchard, eh bien, on n'a pas besoin de faire un long post-mortem pour essayer de trouver une des causes évidentes de la désaffection d'un nombre croissant d'électeurs. Peut-on s'attendre à de nouvelles négociations constitutionnelles? Lucien Bouchard tentera-t-il un autre référendum? Ce sont des questions qui préoccupent ce matin certains observateurs. Michel Ségaudier, par exemple, au G, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, pour lui, les choses ont changé depuis le 2 juin dernier. D'abord, il y a eu la perte de popularité de l'option souverainiste qui est interprétée par bien du monde à Ottawa comme un signe qu'il n'y aurait peut-être pas d'autre référendum. Si la souveraineté est en baisse, peut-être que Daniel Johnson réussira à gagner les élections, croit-on, à Ottawa, où on a souvent tendance à prendre ses désirs pour la réalité, dit-il. Mais surtout, il n'y a que les résultats des élections fédérales dans l'Ouest font en sorte qu'il y a eu une baisse d'appétit certaine chez les gouvernements provinciaux pour retourner à la table constitutionnelle. Pour Michel Vastel, dans Le Droit et dans Le Soleil, l'été qui s'amorce sera sans doute celui d'ultime réflexion. Il dit que la nouvelle donne pour Lucien Bouchard et les nationalistes du Québec, c'est la consécration du Parti réformiste comme un bloc de l'Ouest. Avec 60 députés sur 88, Preston Manning est autant le représentant des gens de l'Ouest que Lucien Bouchard l'était de tout le Québec en 93 avec 54 députés sur 75. Donc Manning et Bouchard, le Québec et l'Ouest qui imposeraient à l'Ontario un nouveau Canada. C'est un peu comme ça, dit-il, que le Canada a commencé, non? Et c'est aussi en tout cas l'ambition que nourrissaient Peter Lafitte et René Lévesque. Le Canada, encore le meilleur pays pour le développement humain. Oui, veut bien croire Murray Maltais dans Le Droit, mais sur la petite boule perdue dans les espaces infinis, il fait certes plus envie que pitié. Cependant, un trop grand nombre de ses enfants, dit-il, une bonne partie... Après 2 tours, il a dû abandonner, mais il n'y a pas de faux fuyant pour le principal intéressé. Évidemment, c'était poussiéreux, c'est ce qu'il a déclaré, mais la poussière ne fait pas qu'être là pour un des conducteurs sur 22. Elle est là pour tout le monde. Alors, au 2e tour, mais c'est une erreur de pilotage qui mettra fin à sa course. Une bourde monumentale. Il n'avait même pas, en plus, pleine puissance à ce moment-là. Non, ben, il tentait de ralentir dans la portion la plus rapide de la course. Il y a eu cet accident de Panis qui a mis un terme à la course au 52e tour. Vous avez entendu le docteur nous en parler de l'hôpital du Sacré-Cœur. Bon, fracture aux jambes, pourrait revenir d'ici la fin de la saison, sait-on jamais. C'est à Schumacher qu'on a donné le trophée. On voit que, bon, il n'est pas très heureux. On va écouter Sandrine nous parler, l'ami de cœur de Jacques. Non, pas du tout. Je pense plutôt que sa semaine un peu chargée de la semaine dernière qui a joué là-dedans. Mais au contraire, d'avoir les gens autour de lui, c'est toujours bon. Alors, elle se sent, est-ce qu'il avait été dérangé par la présence de maman? Bon, toutes ces histoires, elle nous a donné l'heure juste. Alors, elle est presque sortie du toit, mais comme le toit est fixe, elle a frappé les haut-parleurs. Henry Rodriguez qui a frappé un très haut circuit, dit-on, 500 pieds, dans une victoire écrasante. Et parlant d'écrasante, regardez la glissade, la rencontre entre Jeff Juden et Raúl Casanova. Il aurait préféré jouer dans Don Juan que de faire office de gare pour le train qui s'en vient. Juden qui a été le lanceur gagnant, les Expos l'ont emporté. S'assurer que tout était OK de ce côté-là. Bon, il y a aussi eu des barrages policiers, comme à l'habitude, aux abords du repère. Voilà, il n'y en avait pas eu en fin de semaine, ce qui est un classique.
Par contre, ils ont été érigés depuis 10 heures ce matin. Les motards qui veulent accéder au repère des Hells Angels, où est exposée la dépouille de Serge Poupon-Tremblay depuis samedi, eh bien, ces motards-là, qu'ils soient à motocyclette ou en voiture, doivent absolument montrer patte blanche. Dans la plupart des cas, les policiers les font descendre, leur posent des questions et jettent un coup d'œil à l'intérieur du véhicule. On peut, si vous le voulez bien, entendre l'agent Daniel Lamirande de la Sûreté du Québec. Oui. On lui a demandé ce décès, la disparition de ce membre des Hells Angels. Qu'est-ce que ça signifie au niveau du membership de l'organisation du chapitre de Trois-Rivières-Ouest? On peut entendre la réponse de l'agent Lamirande. On l'écoute à l'instant, Louis. Il n'y avait pas de fonction particulière au sein du groupe de Trois-Rivières-Ouest. C'est un membre comme les autres. Par contre, on sait qu'il était très près des motards affiliés là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, qu'est-ce que ça signifie au niveau du portrait du chapitre de Trois-Rivières-Ouest que la mort de ce motard-là? Bon, actuellement, ici, au chapitre de Trois-Rivières-Ouest, il reste 10 motards, 10 membres en règle des Hells Angels actifs, ainsi que 2 prospects qui sont là au local. Donc, ça fait encore une douzaine de membres. Louis, les opérations policières effectuées ce matin, est-ce que ça a permis les vérifications de trouver quelque chose d'anormal? Oui, il y en a eu beaucoup. Les barrages sont érigés depuis ce matin, mais il y avait quand même de la surveillance un peu plus légère depuis la fin de semaine. Et jusqu'à maintenant, le bilan qu'on en fait, il y a eu 40 constats d'infraction qui ont été émis. Également 2 arrestations des motards, un pour bris d'engagement et l'autre était recherché sur mandat. Puisqu'il y a opération policière, on demande la collaboration souvent des divers corps policiers. Celui de Trois-Rivières attend toujours de se faire payer là, la dernière funéraille célébrée. Voilà, on sait l'histoire de la facture. En 95, lors des funérailles de Croix-Aymon, Trois-Rivières avait dépêché ici 30 policiers. Par la suite, avait envoyé une facture de 16 000 $ pour ce service. Une facture que Trois-Rivières-Ouest a refusé de payer. Or, dans ce cas-ci, on a envoyé seulement que, dans un geste symbolique, 2 policiers dans une seule voiture. Et on nous dit à Trois-Rivières qu'il n'y aura pas de facture qui va suivre. Merci, Louis Cloutier. Au revoir. Au revoir. L'enquête préliminaire de Sylvain Tifo, un membre des Hells Angels, a débuté ce matin au palais de justice de Shawinigan. Tifo est accusé de complot pour meurtre en mars 1995 sur la personne de René Guillet, un individu de Latuc. Les faits entourant cette affaire n'ont toutefois pas été abordés puisque le procureur de la Couronne, Pierre Boutin, s'est objecté à ce que ce soit Maître Martin Tremblay qui défende Tifo. Selon la poursuite, l'avocat du motard est en conflit d'intérêts puisqu'il a déjà représenté le principal témoin dans cette affaire, le délateur Serge Quesnel. Maître Tremblay allègue pour sa part qu'étant donné l'absence de crédibilité de ce témoin, il ne peut y avoir de conflit d'intérêts. Le cuisinier d'un restaurant de Louisville a été agressé au couteau dans la nuit de samedi à dimanche. Gérald Jacob, 52 ans, venait de terminer son quart de travail au restaurant L'Arc-en-Fleur quand un individu en tenue de combat s'est jeté sur lui. L'homme a été poignardé à plusieurs reprises. Il a succombé à ses blessures dans l'heure qui a suivi l'agression. Un homme de 21 ans a été arrêté hier matin et est en attente de comparution au palais de justice de Trois-Rivières ce midi. L'escouade nautique de la Sûreté du Québec tente de retrouver aujourd'hui 2 hommes originaires de la Mauricie disparus hier pendant une expédition de pêche sur le lac Saint-Jean. Un détachement de l'armée canadienne de Bagotville participe également aux recherches. Les 2 pêcheurs originaires de Trois-Rivières et Saint-Georges de Champlain étaient en vacances avec leurs conjointes au camping Robertson dans la réserve de Pointe-Bleue. Les agents autochtones ont retrouvé leur embarcation chavirée. 2 des 3 gilets de sauvetage ont également été récupérés. La police ne dispose actuellement d'aucun indice qui permette d'expliquer ce qui a pu se passer. Ce temps-ci de l'année, l'eau est à quelques degrés au-dessus. On revient alors au premier ministre Jean Chrétien, son épouse Aline, qui hier à Trois-Rivières inaugurait le nouveau-né de la marine canadienne, le Shawinigan. Voyons ce que Louis Cloutier a préparé lors de la cérémonie tenue dans la journée de samedi. Le Shawinigan est un navire de défense côtière avec 11 autres semblables où le rapportage de surveiller les eaux territoriales canadiennes. Le premier ministre Jean Chrétien était doublement intéressé par la cérémonie de mise en service, non seulement à cause du nom du bateau, mais parce que c'est son épouse qui en est la marraine. Les relations avec la Russie, a-t-il indiqué, sont meilleures, certes, mais ça ne veut pas dire que le Canada doit s'empêcher d'investir dans sa flotte. Malheureusement, nous savons tous qu'il y a encore des zones de conflits régionaux. Une corvette canadienne coulée par les Allemands avec tout son équipage en 1944 avait aussi porté le nom de Shawinigan. Ce vétéran qui y avait servi comme codeur ose croire que ce 2e Shawinigan sera plus chanceux. I hope that she'll have much better luck than
The original one. Ce type de navire est beaucoup plus petit que les frégates. Il ne compte que 35 membres d'équipage, tous des réservistes. Jean Chrétien n'a pas caché qu'il avait bien sûr eu son mot à dire pour le nom de baptême. Moi, j'étais bien content lorsqu'on a suggéré de nommer là en l'honneur de Shawinigan. M. Collenette m'avait parlé de ça. Je trouvais que c'était une excellente idée. Le bâtiment sera assigné sur la côte atlantique. La ville de Shawinigan avait déjà son ambassadeur en politique fédérale. Elle en aura un autre sur les mers. Louis Cloutier, TVA, Trois-Rivières. Au sport, le Grand Prix du Canada tenu hier à Montréal a causé bien des surprises aux pilotes et aux amateurs. Il n'y a pas que la course automobile qui surprend, la performance des Expos au baseball est aussi digne de mention avec 9 victoires consécutives. Le pilote de Ferrari, Eddie Irvine, a vu sa journée de travail prendre fin dans les premières secondes de la course en raison d'un accrochage. Ce genre d'incident spectaculaire plaît habituellement au public, mais quand c'est leur favori qui se retrouve dans ce genre de situation, c'est moins drôle. Qui l'eût cru, Jacques Villeneuve fait une fausse manœuvre et, ironiquement, il embrasse le drapeau du Québec. Je suis juste rentré dans le virage un petit peu trop vite. Il y avait beaucoup de poussière et pourtant, j'étais pas en train d'attaquer, j'étais pas en train d'aller très vite, donc j'étais un petit peu surpris. Et une fois que j'étais en travers, je ne pouvais plus rien faire. C'est une grosse bévue, c'est des points jetés à la poubelle, c'était que le deuxième tour, donc c'est vraiment très dommage. Au 28e tour, le meneur, l'Allemand Michael Schumacher, passe au puits, laissant les devants à David Coulthard. Plus tard dans la course, l'Écossais croyait bien signer sa deuxième victoire cette saison, mais coup de théâtre. Lors d'un arrêt au puits, il cale son moteur et il s'écoule 2 minutes avant que sa McLaren reprenne vie. Coulthard finira 7e. Puis au 52e tour, autre désastre, plus grave celui-là. Olivier Panis est impliqué dans un violent accident. Le pilote de l'écurie Prost est victime d'une double fracture tibia-péronée aux 2 jambes. Sa saison est terminée. Dès lors, on neutralise la course et plus tard, on met fin à l'épreuve, 75% de la distance ayant été franchie. Michael Schumacher remporte sa 24e victoire en carrière devant Jean Alesi et Giancarlo Fisichella. Mais pas question de champagne sur le podium. Sur le coup de 13 heures, le cortège formé d'environ 150 motards s'est mis en route, bien encadré par quelques dizaines de policiers et un hélicoptère de la Sûreté du Québec. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui avaient dicté la façon de faire. Les motards portaient tous le casque et ont emprunté l'itinéraire décidé par les policiers. La conjointe de Tremblay et son jeune enfant ont été dans les premiers arrivés sur place. Une centaine de curieux se trouvaient aux abords de la place et c'est dans les minutes qui ont suivi l'entrée du cercueil dans l'église que les choses se sont quelque peu gâtées. Un photographe travaillant pour la police de Trois-Rivières a été pris à partie par quelques motards. S'en est suivi un attroupement et quelques gros mots. Mais on a vite réussi à calmer les esprits de tous. Ce sont léger discorde là, sur l'emplacement d'un photographe, mais tout s'est replacé dans les secondes qui ont suivi. Il n'y a pas eu d'intervention comme telle policière à effectuer. Dans l'ensemble, tout s'est déroulé comme les policiers le souhaitaient. Les autorités religieuses précisent qu'environ 75 personnes ont pris place dans l'église. Il y en avait tout autant, sinon plus, à l'extérieur. L'abbé Georges Gendreau n'a pas servi de message particulier aux motards. Il a même été surpris par l'attention affichée par son auditoire. Oui, les servants qui étaient avec moi ont été surpris de la qualité de l'écoute et du recueillement. Que des fois, on n'a pas en d'autres temps. Au cours de la fin de semaine, 3 personnes ont été arrêtées, dont 2 pour des amendes impayées. La mort de Serge Tremblay laisse le chapitre trifluvien des Hells Angels avec 10 membres et 2 postulants. Ce soir au sport, on traverse le barrage Lagabelle de Saint-Étienne vers Mont-Carmel. Une première, on vous en parle dans quelques instants. Enquête préliminaire du Hells Angels, puisqu'on parle de ce groupe, Sylvain Thifaut devait débuter ce matin au palais de justice de Shawinigan. Thifaut est accusé d'avoir comploté pour faire assassiner le Latuquois René Guillet en mars 1995. Et comme nous le raconte François Saint-Onge, un dispositif de sécurité particulièrement serré attendait les curieux aux portes de la salle d'audience. Les agents de sécurité étaient sur les dents au palais de justice de Shawinigan. C'est que le témoin vedette de la couronne à cette enquête préliminaire de Sylvain Thifaut est le délateur Serge Kennel, un ex-membre des Hells Angels qui a décidé de collaborer avec la police. Des policiers en civil surveillaient les abords de la salle d'audience alors que tout le monde devait passer au détecteur de métal. Même le prévenu, Sylvain Thifaut, a dû se prêter à la fouille avant de rejoindre son avocat. Thifaut est accusé d'avoir comploté avec le délateur Kennel pour assassiner le Latuquois René Guillet en mars 1995.
D'entrée de jeu, le procureur de la Couronne, Maître Pierre Boutin, a demandé au juge Jean-Jacques Trudel de rendre Maître Martin Tremblay inhabile à représenter Sylvain Thifault. Parce que Maître Tremblay a déjà représenté Quesnel et parce que le délateur risque de faire des révélations sur des comportements douteux de l'avocat, la Couronne considère que Maître Tremblay est en conflit d'intérêts et qu'il risque de briser son secret professionnel. Oui, c'est la Couronne qui va tenter à ce moment-là de me faire disqualifier. La Couronne va faire entendre M. Quesnel. C'est pas nouveau, ça, que la Couronne tente de vous disqualifier? 4-5 fois que ça arrive, oui. Puis à chaque fois, c'était quelle conclusion on a eu? Je pense que c'est 2-1 pour nous autres à date. Les arguments de ce matin nous donnent déjà un avant-goût de la guerre de procédure que vont se livrer les avocats dans le dossier Thifault. Avant même de débuter l'enquête préliminaire, eh bien, on devra savoir si Maître Tremblay est habile ou non à représenter son client. Et dans ce cas-là, l'avocat a déjà signifié son intention d'assigner un témoin important pour la défense, un certain Michel Guérin, détenu actuellement à l'ombre d'un pénitencier à sécurité maximale aux États-Unis. Ça risque d'être long. Le tout reprendra demain matin. François Saint-Onge, à Shawinigan. La police de Trois-Rivières-Ouest a mis la main au collet de 2 individus qui seraient les auteurs de 2 vols qualifiés survenus ce week-end. Le premier au dépanneur Les Terrasses vendredi soir et le second à la station-service Shell de la rue Barkoff au Cap samedi soir. Les suspects en libération conditionnelle se déplaçaient au volant d'une voiture rapportée volée. C'est d'ailleurs ce qui a alerté un policier en civil qui a reconnu l'immatriculation. Une poursuite a été engagée dans les rues de Trois-Rivières et de Trois-Rivières-Ouest hier soir et la course des présumés malfaiteurs s'est arrêtée sur la rue Landry. Et voilà, c'est fait samedi au port de...